Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Aujourd'hui, on reçoit un autre invité. Je pense que c'est rendu notre troisième ou quatrième invité. Mais là, cette fois-ci, on a un athlète. Mais pas n'importe lequel. On a le meilleur athlète, Joseph Laberge. C'est un athlète qui va venir nous parler aujourd'hui de sa pratique de l'escalade. Donc, l'escalade de bloc principalement, je crois. Il va également nous parler des différents types d'escalade qui existent. Et également, c'est un ami d'enfance de Mathieu. Donc, Joseph, comment ça va? Ça va bien? Comment ça va vous deux? Ben oui, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Mon ami Good. d'enfance, pas un ami d'enfance, là, mais c'est un ami, parce qu'on a un ami en commun qui s'appelle Carl, puis on s'est connus à partir de lui. Moi puis Carl, on allait au secondaire ensemble, puis Joseph et Carl allaient au primaire ensemble, je crois. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que ça a Fait été que, ami d'amis, de groupe de gaming, exact. jusqu'à tout ça. Donc, Fait que c'est ça. Fait que, oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas manquer les prochains épisodes sur Spotify, sur YouTube, peu importe où vous écoutez notre podcast. Donc, fait que Joseph, moi je sais t'es qui, mais j'aimerais ça que tu expliques à notre auditoire qui es-tu, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie en général, en dehors de l'escalade là, et tout ça. yes. Dans le fond, moi, la meilleure façon de me décrire, ça pourrait être de commencer par le sport. J'ai fait à peu près tous les sports, mais mettons en ordre là, dans mes grandes, on pourrait dire mes arcs, mettons, là, de ma vie. J'ai commencé en tant que joueur de tennis, mon secondaire. Après ça, je me suis tanné de la compétition de tennis parce que c'est très difficile, la compétition de tennis au niveau mental. Fait que pour ça, j'ai essayé de faire tous les sports. Ça a été le bateau dragon, ça a été le badminton, ça a été le cross-country. On l'a mentionné tantôt, mais j'ai commencé à faire de l'escalade à 19 ans environ. Et ben, depuis, j'en fais pas mal assez beaucoup. Et je dirais les 3 dernières années, c'est là que j'ai vraiment comme mis mon attention un peu plus sur l'escalade de bloc. J'aimerais ça faire de la voix, mais comme on en parlera tantôt, ça prend 2 personnes souvent pour faire de la voix. Et c'est ce qui est plus difficile dans mon horaire pour fitter avec quelqu'un qui veut venir autant de fois semaine faire de l'escalade avec moi. Mais à l'extérieur de tout ça, j'ai gradué l'année dernière en génie biomédical à Polytechnique. Donc, je suis détenteur d'un baccalauréat en génie. Et j'ai commencé en tant que, on pourrait dire, ingénieur software électrique. Je suis patente sur des microcontrôleurs, là, des espèces de cartes graphiques là, qui ressemblent à ça ici. Là. Donc, je joue là-dessus pour faire des appareils dans le monde médical. Et ben, ce qui est cool, c'est que justement, c'est quand même un génie qui est assez relié au sport aussi d'une certaine façon. Il y a quand même des composantes biomécaniques dans tout ça. Toute ma vie, c'est pour ça que je voulais commencer avec le sport un peu, parce que tout tourne un peu autour du corps humain, là, puis du sport comme ça. Donc, c'est ça mon parcours jusqu'ici. Là. Parfait, super intéressant. Puis, question, t'as essayé vraiment beaucoup de sports. T'as essayé de trouver, j'imagine, qu'est-ce que t'aimais le plus ou qu'est-ce que t'excellais le plus, quelque chose comme ça. Pourquoi t'es atterri sur l'escalade, puis là, c'est vraiment ça que t'as choisi, là, que tu te donnes à fond le plus là-dedans, là. C'est une bonne question. Parce que justement, c'est une des raisons pourquoi est-ce que, mettons, le tennis n'a pas fonctionné. Euh, je dirais. En fait, j'aime tous les sports, je les pratique encore. Je fais encore du tennis 2 fois semaine, je fais encore du golf 2 fois semaine. Mon horaire est assez intense, je dirais, là, le soir, là, quand je finis de travailler, mais je les fais encore tous. Mais pourquoi, mettons, est-ce que j'ai pas continué la compétition? Je dirais c'est peut-être plus l'aspect compétitif parce que je l'ai pas mentionné à la fin, mais j'ai rejoint l'équipe de compétition du Block Shop l'année dernière, qui est un gros centre là, à Montréal. Fait que ça fait 1 an que je fais comme vraiment je suis dans une équipe de compétition d'escalade. Et pourquoi ça? Ben, le tennis, en fait, qui était le sport que j'étais le plus compétitif, il y a un facteur dans le sport que, tu sais, ils appellent ça de yips en anglais ou de choker. Et ben, dans le tennis, c'est quelque chose qui m'arrivait vraiment souvent, puis quelque chose qui est très difficile à enlever, même toute la préparation mentale que tu peux faire, tout. Tu sais, au tennis, c'est dès que tu n'as pas un bon feeling à ta frappe, euh, tu vas vraiment moins bien jouer dans une situation stressante que dans une situation de pratique, par exemple. Fait que t'es ton espèce de 2 toits, là, où est-ce que tu as un toit en pratique puis un toit en match qui est très, très, très différent, ben, j'avais de la misère un peu à accepter ça. Fait que ça me faisait un peu moins aimer la compétition dans ce sport-là. Versus des sports comme la course, mettons, où
on s'entend qu'il y a quand même la différence entre toi en pratique puis toi en compétition de course, on pourrait dire, est moins grande qu'au tennis. En escalade, je trouve que c'est un bon entre-deux. Fait que je trouve que oui, il y a quand même un petit facteur stressant que des fois t'es comme ça t'amène, mais je trouve que ça m'amène à des meilleurs niveaux que ça m'a amené au tennis. Fait que c'est vraiment plus le feeling que j'ai en tant que sportif, en tant que compétiteur, qui m'a amené vers l'escalade, en plus d'être un sport qui a une belle communauté, puis qui a que je trouve qui est un sport de vie aussi, qu'on pourra parler après, mais le gros facteur est vraiment comment ça me faisait sentir en compétition. Et c'est le sport qui me fait le mieux sentir en compétition. Très intéressant. C'est drôle que tu parles du bloc shop parce que j'étais genre, c'est quoi les chances que les 2 fois où je suis allé faire de l'escalade de bloc, c'est à la même place que toi, puis c'est ça, c'est au bloc shop, je pense que c'est sur la 40 à Saint-Laurent, je pense, là, à Montréal. Il y en a 3 en fait. Ok, Ils ont c'est une 3 chaîne. centres. Là, c'est une chaîne. En fait, c'est quand même un des gros à Montréal, là, je te dirais. Là, c'est pas eux qui ont la plus grosse équipe de compétition, mais c'est clairement niveau business, je crois que c'est la plus grosse Mhm. business d'escalade à Montréal. Puis oui, c'est le seul qui en ont 3. Non, je me trompe. À Léop aussi en ont 3, mais en tout cas, ils sont assez gros. Tu es souvent à la Chabanel. Il y en a un au Milex qui est ouvert l'année dernière, puis il y en a un autre à Hochelaga. Puis là, c'est cool, j'ai déménagé en plein milieu des 3, fait que je peux aller à la course pas mal aux 3, là, fait que ça, c'est quand même cool. Ouais, c'est ça. J'étais allé à celui, je pense que c'est Block Shop Chabanel avec mon cousin. J'étais allé avec un de ses amis aussi qui ont des shapes pas mal différentes de moi. Là. C'était deux grands minces. Mon cousin il est genre 6 pieds 1, 140 livres. Fait que pour lui, euh, faire de l'escalade, c'est un choix logique. En plus, il est monteur de ligne. Donc, lui, il a besoin de grimper pas mal toute la journée. Il a besoin de beaucoup de force de préhension. Pour rentrer dans cet emploi-là, il a fallu qu'il s'entraîne beaucoup sur son dos, beaucoup les chin-ups, les pull-ups. Puis c'est là qu'il a commencé à faire de l'escalade aussi parce qu'il s'est dit que ça pourrait peut-être l'aider pour son métier. C'est devenu un hobby pour lui. Mais ouais, les 2 fois que j'étais allé avec lui, c'était vraiment le fun. Puis là, il y a tout un système de V0 jusqu'à V13, je pense, en Amérique du Nord. Là, tu pourras nous expliquer ça. Mais ouais, moi, j'avais vraiment aimé ça. Mais malheureusement, je suis plus concentré sur les sports de force, le powerlifting. Donc, j'avais beaucoup trop de poids inutile sur mon corps. J'avais beaucoup trop de poids dans mes jambes. La shape typique un peu là, du monde qui font de l'escalade, ils ont des très bonnes mains, des avant-bras, des biceps, leur dos. Puis après ça, ben, le reste, c'est pas tellement un facteur. Là. Tu pourrais me corriger, Joseph, mais de façon générale, c'est pas mal plus les muscles du dos puis des bras. Là, tu sais. Oui, ben, je te dirais que pour plus ça évolue, l'escalade, moins ça s'en va vers ça. Pour en parler amplement, là, mais tu peux regarder. L'image du grand mince avec des petites jambes en escalade va être bon pour certains. Ils appellent ça un peu des blocs qui sont morphos. Fait que quand on parle de morpho, c'est plus. Tu vas avoir. Des fois, ça va être très utile d'être très grand ou d'avoir un grand wingspan. Mais il y en a d'autres, des fois, que ça va te nuire parce que ça va t'éloigner du mur. Puis des fois, c'est quand tu dis que c'est boxy, c'est encore un peu le vocabulaire où est-ce que ça veut dire que c'est très, très comprimé, que les mouvements sont très, très rapprochés. Ben, quand tu es rapproché comme ça, puis ton wingspan de 5 pieds 7 ben, va être bien plus utile qu'un wingspan de 6 pieds 5. Plus l'escalade évolue, plus ceux qui font les murs, les route setters, sont conscients que, OK, ben, je vais pas mettre un mur qui est morpho dans ma compétition parce que ça viendrait ruiner un peu l'aspect compétitif. Fait que souvent, plus ça évolue, plus les setters sont intelligents, donc moins les blocs sont morphos. Là, c'est sûr que si on va à l'escalade extérieure, où est-ce que là, c'est la roche, puis si le gars qui a grimpé le mur en premier faisait 6 pieds 5, mais ça se peut que pour lui, ça soit une certaine difficulté, mais que pour quelqu'un de 5 pieds 7, ça soit, la difficulté passe de un V7. Bon, pour ceux qui savent moins, ben tout va par V. Mais mettons, d'un V7 à un V11, c'est 4 points de difficulté, ce qui est assez énorme, juste parce que il y a un mouvement que si t'es capable de te rendre facilement, ben, ça va être V7, mais si tu dois sauter pour y aller, c'est V11. Ça va être beaucoup morpho à l'extérieur, mais ce qui est cool de la compétition, c'est que ce l'est de moins en moins. Ah, c'est très intéressant. Le terme morpho qui est sûrement associé à morphologie, là. C'est vraiment intéressant parce que je l'avais jamais entendu, ce terme-là. Mais quand j'étais allé avec mon cousin, c'est exactement ça.
que je me disais, il était un petit peu plus grand que moi, là. Je suis 5 et 11, il est 6 pieds 1. Puis il y avait des murs que j'étais juste pas capable de faire point parce que fallait que tu commences avec la jambe à une certaine hauteur. Puis j'étais juste pas capable, mettons, de m'amener ma jambe à cette hauteur-là pour me donner une swing. Puis lui, il était capable de se donner une swing plus facilement. Ou tu sais, il fallait. Puis à l'inverse, sur des murs, peut-être que là où, comme tu dis, c'était un petit peu plus comprimé, ben là, pour lui, c'était peut-être un petit peu plus difficile. Donc vraiment, d'un d'un mur à l'autre, là, tu sais, même si tu écris un V4, ben c'est pas nécessairement un V4 pour tout le monde. Là. C'est ça qui était vraiment impressionnant de voir. Puis ceux, mettons, par exemple, où on avait besoin peut-être un petit peu plus de force dans les jambes ou dans les bras, là, j'étais en mesure de les réussir peut-être avec un peu plus de facilité. Puis là, mon cousin, il commençait à avoir un petit peu plus de difficulté parce qu'il était plus associé, il avait une meilleure technique, mais peut-être un peu moins de force brute. Là. Ouais, c'est définitivement mon expérience aussi, là. Il y a vraiment des fois, mettons que je suis capable de faire des V3 en général, puis il y en avait que c'était vraiment facile, puis il y en avait d'autres que je suis pas capable de faire, tu sais. Parce que juste la position de départ, des fois, t'es tellement pogné que tu sais, j'étais pas capable, puis il y en avait d'autres que justement, moi, j'étais capable d'aller chercher plus loin en haut, puis là, c'était pas trop difficile finalement. Mhm. Mais quelqu'un qui aurait pas mon wingspan, il se rendrait pas, ça aurait été plus dur, c'est sûr, là. Fait que tu dis que dans le fond, quand il design les parcours, il essaie de prendre en compte de plus en plus ça, ou pour que ce soit équilibré pour tout le monde? Ou est-ce que c'est genre différents parcours, il va en avoir, tu sais, qui vont être plus faciles pour certains, plus faciles que d'autres, mais il essaie de les équilibrer dans la compétition? Comment ça marche? Yes. Ben, c'est tout ce que vous venez de dire. Fait que c'est vraiment. Parce qu'il faut aussi penser que je parlais de morpho, mais le plus gros, où est-ce que ça a le plus d'enjeux, la morpho, les blocs morpho, ça va être quand ils vont faire des blocs de compétition pour hommes, puis des blocs de compétition pour femmes, qui vont être très, très différents, autant dans le wingspan que ça prend que dans, ben, souvent les blocs pour femmes, où il va avoir souvent plus de mouvements de mobilité pour garder les hanches proches du mur. Des fois, souvent que les gars, ben, c'est beaucoup plus difficile. Puis là, le gros facteur que vous venez de mentionner, c'est qu'il y a aussi, dans la compétition, il y a beaucoup de murs qui ont des styles. Fait qu'en escalade, tu vas avoir différents de styles de blocs. Fait qu'ils sont plus dynamiques, où est-ce que tu dois sauter, que William, tu parlais tantôt, mettons, avec des jambes. Ça s'appelle des mouvements, des dynos, on va appeler ça, ou des murs plus dynamiques. Il va y avoir des murs où est-ce qu'on va parler du type de prise. Fait qu'il y a des murs que ça va être le crimp, où est-ce que c'est une petite prise que tu utilises tes doigts, qui est souvent là-dessus qui te blesse, mais que c'est un style. T'as des prises où est-ce que c'est plus rond et c'est plus au niveau de l'avant-bras puis du poignet. Ça va être des slopes, des blocs de mobilité qu'on va souvent appeler de la dalle. Ça va aussi aller avec l'angle du mur. Fait en tout cas, il y a beaucoup de facteurs sur quoi les route setters qu'on appelle peuvent venir jouer. Puis en compétition, si en fait, si je peux expliquer vite comment une compétition de bloc, moi de mon expérience, comment ça fonctionne, c'est que moi j'arrive à une compétition qui est souvent une compétition amicale, va commencer avec une round de qualification, fait que tout le monde peut participer. Tu t'inscris dans soit la catégorie récréative ou la catégorie open pour peut-être espérer faire une finale. Puis la qualification, c'est qu'il va souvent y avoir 30 blocs. 30, 40, j'ai déjà vu 50 blocs, mais il y a plusieurs blocs et le bloc numéro 30, si tu l'as du premier coup, te donne 300 points. Le bloc numéro 1, si tu l'as du premier coup, te donne 10 points. Et après ça, ça va, si tu l'as du deuxième coup, c'est moins 5. Fait que 300, le bloc 30 que tu as du deuxième coup te donne 2,95. Et si tu l'as du troisième coup ou plus, c'est un moins 9, fait que ça te donne 291. Fait que, c'est des points que tu accumules comme ça. Et à la fin, c'est soit qu'ils prennent tous les blocs que tu as grimpés, ou plus souvent que d'autres, et ce que je préfère un peu plus, parce que sinon c'est assez difficile, c'est ils prennent tes 6 meilleurs blocs. Fait que mettons que moi, mes 6 meilleurs, c'est le 22, 23, 24. J'ai pas eu le 25, 26, 27. 28, je sais plus, j'en ai combien. Mais j'écris tous mes scores, je fais un cumul de points. Et à la fin, souvent, ils vont prendre les 6 meilleurs gars, les 6 meilleures filles pour faire la finale. Déjà là, t'es un peu brûlé. T'as souvent un 2-3 heures de break. Après ça, tu retournes faire une finale. Et dans la finale, il va souvent y avoir 3 blocs ou 4 blocs. 3-4 de filles. 3-4 pour gars et 3-4 pour filles. Et après ça, il y a plusieurs formats, là, mais en général, c'est t'arrives, t'as 4 minutes pour réussir le bloc, puis tu t'en vas. Puis après ça, c'est en fonction du nombre d'essais que ça t'a pris et tout ça. Fait que ça fait en sorte que tu grimpes beaucoup dans une journée de compétition. Et ce qui fait en sorte que tu peux pas aussi toujours avoir le même style. Fait que tu peux pas juste avoir une compétition parce que les 30 murs, c'est des murs de crimp, puis que la finale, c'est du crimp parce que
ben de un, la personne qui est bonne en crimp et qui a la physiologie pour être bonne en crimp va clencher tout le monde. Mais en plus, c'est que tu vas brûler ton système, on pourrait dire, ton système énergétique de crimp, puis tu vas pas pouvoir faire de quoi de bien incroyable. Fait que c'est les 30 blocs, souvent, ils vont être vraiment répartis dans les styles, vont être vraiment répartis dans les angles de mur, vont être vraiment répartis dans tout. Et il va arriver aussi encore, même les murs de finale, c'est encore plus différencié. C'est vraiment ça. Surtout quand il y en a 3, mettons, ben, tu veux vraiment pas avoir 2 murs qui se ressemblent parce que tu veux pas que ça soit la même personne qui soit bonne dans les deux et tu veux vraiment voir un peu tu veux des athlètes qui sont complets. Fait que vraiment, tu veux voir si tu veux que ça soit l'athlète qui est complet qui gagne et non l'athlète qui est juste bon dans un certain type de mur. Cool. Puis, je me demandais, dans le fond, tu dis il y a 30 blocs, mais clairement, tu vas pas faire les 30. Parce que, ben, tu pourrais, mais je me dis, c'est quand même beaucoup, là. Ben, mettons, quand t'arrives, toi, là, à une journée de compétition, comme, j'imagine, le but, c'est de faire assez de points pour te rendre à la finale, mais pas plus qu'il faut, parce que ça donne rien, finalement. Fait que c'est quoi ta stratégie ou les stratégies que les gens utilisent d'habitude là, pour faire ça, finalement? Il y a des compétitions où est-ce qu'il y en avait une dernièrement, où est-ce qu'il appelle ça un marathon, où est-ce que c'est tous les blocs. Fait que le bloc numéro 2 va te donner des points aussi. Même si c'est un V0, il va te donner des points. Il y en a que c'est comme ça. C'est ça que je dis. Eux, je les aime un peu moins parce que ça fait en sorte que, clairement, sur 50 blocs, si je dois faire de 1 à 50, ben, je vais peut-être pas être capable. Je vais avoir moins d'énergie pour faire mon mur le plus difficile. Fait que peut-être que mon mur le plus tough que je vais être capable de faire, c'est le 46 ou 47. Mais mettons que comme une compétition plus normale, où est-ce que c'est juste mes 6 meilleurs, mais là, comme tu dis, je vais pas faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aborder une stratégie différente. Puis là, j'aime mieux ça parce que souvent, c'est là que je peux un peu plus me dépasser puis un peu plus aller chercher le mur 48, aller chercher le mur 49, aller chercher le mur 50. Ma stratégie, normalement, je te dirais, ça change pour tout le monde, là, mais cette année, avec l'équipe du Block Shop puis mon coach, on a quand même développé une espèce d'approche où est-ce que c'est assez mental, où est-ce que j'arrive 30 minutes d'avance, je me promène sur tous les blocs pour tous les regarder. Je me prends des notes sur lesquels qui sont mon style, lesquels qui sont pas mon style. Essayer de me faire un ordre aussi pour ajuster un peu. Ok, ben lui, je vais commencer avec lui parce qu'il est super pompant puis il va vraiment me détruire les avant-bras. Par après, j'en prends un qui est un petit peu plus équilibre puis un peu plus dans les jambes. Puis après ça, revenir. Fait que déjà là, je me fais un peu une stratégie d'approche. Et je m'échauffe assez bien. Puis une fois que le timer commence, comme j'ai mentionné tantôt, c'est quand même important aussi le concept du flash. En escalade, le flash, c'est ton premier essai sur un mur. Il appelle ça ton essai, ton flash. Et si tu flashes le mur, c'est que tu l'as eu du premier essai. Et sur des compétitions, est-ce qu'il y a des fois il y a des compétitions qui a 25 murs ou qui a 30 murs. Et il y a des fois aussi des compétitions où est-ce que même s'il y a 40 murs, mais le numéro 40 n'est pas si difficile que ça. Fait que si les 10 meilleurs athlètes de la compétition ont réussi 40, 39, 38, 37, 36, 35, fait que la seule façon de déterminer qui est dans le top 6 pour faire la finale, c'est en fonction de ton nombre d'essais. Fait que tu veux pas non plus arriver sur le bloc en disant, sans être échauffé, puis en disant, comme mettons, vous pourrez me corriger, mais un peu, si William, tu dis en powerlifting, je sais pas si moi, mettons, je veux faire mon max en bench, ben, je vais pas nécessairement, je vais faire un échauffement graduel, mais tu veux pas arriver brûlé à ton essai pour ton one rep max, mais en escalade, tu veux quand même arriver avec un mindset de, ok, tu vas arriver à ton pic dès ton premier mur. C'est ça que j'essaie de dire, que tu veux vraiment, tu vas être autant prêt mentalement que prêt techniquement, même si c'est à défaut d'être un petit peu fatigué. Fait que c'est pour ça que moi, normalement, je fais peut-être le mur numéro 5, mur numéro 9, mur numéro 15, mur numéro 20 par bond de 5. Puis après ça, j'y vais avec le mur que je sais à peu près mon sixième mur, mettons. Mettons que je sais que mon sixième mur va être le numéro 23 parce que je pense que le 30, je vais pas être capable. Je m'en vais clencher le 23 tout de suite. Moi, c'est ma stratégie. Ça me fait un genre de coussin un peu mental de savoir, OK, le 23, je l'ai eu du premier coup. Ma compé pas bien. Maintenant, je peux aller essayer des projets un petit peu plus intenses. C'est un peu ça l'approche. C'est très, très mental, là, je vous dirais, là, parce que tu as quand même 3 heures souvent pour grimper. Fait qu'en 3 heures, il y a beaucoup de stock qui peut se passer là,
autant niveau physique que niveau mental, que des fois, il y a des blocs que c'est zéro physique, puis il faut juste que tu sois dans le mindset quand tu fais le mur, puis que ben là, ça a fonctionné. Fait que c'est à peu près ça mon approche, mettons, pour me préparer à arriver à la compétition. Au niveau du temps, tu dis, mettons, la première partie de la compétition avant la finale, ça dure, mettons, 3 heures. Mais tu n'as pas dit qu'il y avait un chrono pendant que tu essayais le mur en question. Tu avais comme un 3 minutes pour le faire, 4 minutes. Ça, c'est la finale. OK. Fait que la finale, c'est souvent 3-4 minutes. Des fois, il y a 4 minutes plus, qui est cool, où est-ce que, mettons que ça fait 3 minutes 59 secondes, t'embarques sur le mur, ben, tant que tu retombes pas, tu peux continuer à faire ton essai. Fait que, mettons que t'embarques sur le mur, puis t'arrives à une position de pause, ben, tu peux rester 5 minutes là, à te faire aller les bras pour enlever l'acide lactique que t'as dans les bras. Mais ouais, le chrono de 4 minutes, c'est la finale. Les 30 murs que je parlais tantôt, 30, 40, 50 murs, ben t'as 3 heures, 2 heures et demie, 3 heures pour faire le plus de points que tu peux. Tu veux pas niaiser, puis tu veux pas non plus passer tout ton temps sur un bloc et que tu l'aies pas eu. Parce que là, t'as brûlé de l'énergie et t'as fait 0 points. Fait que c'est pour ça que c'est quand même une grosse stratégie. Souvent, il va y avoir du monde qui sont très très forts en escalade, mais qui vont pas performer en compétition parce que ils vont vouloir faire le bloc le plus difficile, ils vont se brûler. Puis quand tu te brûles en escalade, ton niveau descend vraiment fort. Il y a des murs que tu seras vraiment pas capable de faire que normalement tu aurais été capable si tu avais juste mis un essai un peu plus tôt dans la compétition. Fait qu'il faut quand même avoir une certaine stratégie. T'sais, c'est un peu moins stratégique que, mettons, jouer aux échecs, là, mais faut quand même avoir un plan. Je te dirais qu'il fait quand même la différence entre quelqu'un qui va mieux performer puis quelqu'un d'autre. Là. Quelqu'un de vraiment moins fort peut battre quelqu'un de fort juste parce qu'il y a un meilleur plan pendant la compétition. Puis, justement, pour ça, tu nous parlais qu'il y avait un coach pour l'équipe. J'imagine le coach qui est avec toi pendant la compétition, puis il peut un peu te guider là-dessus, tu sais, voir ta performance sur tel mur, dire, OK, gars, celui-là, ça n'a pas marché, on va essayer un autre, tu sais, achante-toi pas là-dessus, ou je pense que celui-là, tu vas être capable du premier coup, ou comme ça vaut la peine que tu le réessayes, t'étais vraiment proche de l'avoir, des choses comme ça un peu, là. Oui, mais dans le fond, le coach de l'équipe Block Shop, c'était Danny Latulippe, qui était, dans le temps, il y avait la pro team du Block Shop, qui était quand même une coche au-dessus de l'équipe de compétition, puis eux, ils étaient commandités. Fait que lui, c'est un athlète qui s'est rendu aux nationaux, qui est vraiment sa coche, beaucoup de respect envers Danny, là, il était solide coach et tout, et il compétitionnait avec nous. Fait que c'est ça qui était vraiment cool, c'est que lui, pendant les rounds de qualification, ben, il grimpait avec nous. Et il avait un meilleur niveau que moi. Donc, moi, ça me permettait vraiment de le regarder, puis de dire, OK, en escalade, il va y avoir aussi un autre terme qui s'appelle le bêta. Le bêta, c'est un peu la solution au problème. Des fois, ça va être ben là, il faut pas que tu y ailles avec ta main gauche, parce que si tu fais avec ta main gauche, mais la prochaine, tu es obligé d'y aller de même. C'est bien plus efficace d'y aller avec ta main droite. En tout cas, il y a des séquences comme ça que tu appelles ça des bêtas. Et ben, quand tu regardes quelqu'un grimper un mur, dans le 3 heures que tu as, ben, tu veux avoir le bêta optimal. Comme j'ai dit tantôt, au final, c'est tout de l'économie d'énergie. Fait que tu veux avoir le meilleur bêta pour que ça te prenne de 1, le moins d'essais possible, et de 2, que chaque essai te prenne le moins d'énergie possible. Fait que, encore une fois, beaucoup regarder, puis comme tu dis, Mathieu, ben, avoir un coach qui était là avec moi, oui, ça m'aidait beaucoup, là, autant au niveau mental, autant au niveau aussi que il était capable de me dire comme, OK, là, ce mur-là, ça fait 5 fois que tu l'essayes, c'est le temps de passer à un autre mur, tu reviendras tantôt, c'est pas grave si tu l'as pas, c'est mieux que tu te concentres sur autre affaire parce que ça peut être comme des sportifs, niveau aussi, genre, obsessionnel compulsif, trouble obsessionnel compulsif, on peut être quand même assez intense. Fait que, ben, même chose en compétition, quand t'arrives et tu commences à être fâché après le mur 26, là, ben, c'est quand même tough à aller essayer le 25 puis le 24 quand le 26, t'es à un move de l'avoir, tu sais. Fait autant au niveau mental qu'au niveau bêta, qu'au niveau pas mal tout, là, oui, j'ai adoré avoir un coach et je suis très content. Je refais l'équipe l'année prochaine. Donc, gros point là, dans ma carrière de sportif d'escalade, je dirais d'avoir un coach. Félicitations. Good job. Moi, je tiens à saluer ton coach Danny Latulippe. Salut Danny, t'es le bienvenu. L'invitation est lancée au podcast. Bon. Tu es venu nous parler de ton expérience aux nationaux.
toute ta carrière incroyable. On a hâte d'écouter ça. Il y en a Puis, beaucoup à dire. ben oui, c'est sûr, c'est sûr. J'avais une question. Comment ça se déroule avec l'arbitrage pendant un... Y a-tu des arbitres? Comment ça marche? Parce que là, de la façon dont tu me l'expliques, c'est pas mal tout le monde se promène dans le gym, il regarde, il essaye des trucs, mais là, t'as expliqué le système de pointage, dépendamment si tu l'as du premier essai ou pas, mais après ça, qui vérifie ça? C'est weird à dire, mais c'est personne. C'est tout sur un système d'honneur. T'as besoin d'une signature de quelqu'un qui t'a vu grimper le mur. Mais l'escalade est une communauté qui est très, très, très saine. C'est vraiment du bon monde, là. C'est très grano, l'escalade à la base. Fait que déjà là, on peut avoir un peu le profil de personnes qui mentent pas beaucoup. Déjà, il y a ça. C'est vraiment la communauté, à la base, a comme valeur de un système d'honneur, ça marche, puis ça a toujours marché, puis ça va toujours fonctionner. Mais de deux aussi, c'est que c'est souvent les mêmes noms qui font les finales. C'est quand même assez niche comme sport. En fait, ça devient de moins en moins niche, là, on pourra en parler, mais tu reconnais les personnes qui ont fait les bons murs. Donc, puis tu le vois souvent, là, souvent quand il y a beaucoup de moments de pause, fait que tout le monde se voit. Et quand tu vois le gars qui fait le mur 30, ben, pas mal tous les yeux sont tournés vers lui. Fait que s'il y a quelqu'un qui l'a pas fait, puis il écrit 30 sur sa feuille, ben, c'est assez facile à identifier, là. Un tricheur, déjà que ça existe pas, ça serait très facile à identifier parce que tout le monde ferait comme, ben, je t'ai jamais vu grimper le 30, puis clairement, j'aurais vu si t'avais grimpé le 30. Fait que c'est juste un système d'honneur. Ça a toujours marché. Et j'ai aucune peur envers ce système-là, là, même si niveau arbitrage. En finale, c'est un petit peu plus serré, par exemple. Je te dirais parce que déjà, il y a une composante de plus, mais en plus, la tension est un petit peu plus haute. Les règles, souvent, qui sont un petit peu plus picky, c'est il y a déjà le départ. Fait que souvent, il va y avoir 4 tapes pour les 4 membres de ton corps. Fait que, des fois, il va en avoir 3 parce que il y a un membre qui peut pendre dans le vide ou qui peut juste être accroché au mur. Ben, accroché, tenir sur le mur. Et des fois, il va en avoir 2 ou 1. Quand il y en a 2 ou 1, souvent, c'est que tu peux commencer en faisant un jump. Fait qu'il y a plus un départ dynamique où est-ce que tu commences sur le mur puis c'est déjà un mouvement vers la prochaine prise. Ça, tu as le droit quand c'est 2 ou 1 tape. Fait que le départ, en finale surtout, ben, le monde va dire, OK, mettons que c'est un... il y a 4 tapes, puis tu te dépêches, mais tu n'as pas mis ton pied droit sur la 4e prise qui est loin, parce que tu veux déjà casser le mur un petit peu comme rapidement. Mais en finale, on va te le dire. En qualification, là, c'est peut-être là que le monde va faire comme, OK, c'était pas trop pire, comme on te laisse quand même. Il y a ça. En finale, il y a aussi ce qui s'appelle la zone. Fait qu'il y a une prise souvent au milieu du mur qui s'appelle la zone ou le bonus. À quoi sert la prise, en fait, c'est déterminer, en fait, si 2 personnes ont réussi le même nombre de tops, fait qu'on réussit le même nombre de murs réussis au complet, mais la deuxième chose qu'on regarde, c'est le nombre de zones. Fait que c'est un peu pour déterminer les égalités, défaire les égalités dans les finales. Et encore une fois, la zone, il faut que tu la sécurises. Fait que, ça veut dire qu'il faut que tu aies une main contrôlée dessus. Et là, contrôler, ça peut être, surtout en qualification, ça peut être comme, ah ben oui, tu as mis ta main dessus, c'est good. En finale, c'est un petit peu plus strict. Là, c'est vraiment ta main doit être clairement contrôlée pendant 1, 2, 3 secondes sur la prise pour dire que tu as eu la zone. Et même chose pour la fin. La fin, tu dois tenir 3 secondes avec tes 2 mains sur la prise. Fait que si en qualification, si tu fais juste toucher puis c'est clair que tu avais le contrôle, mais encore une fois, personne va te chialer dessus. Mais en finale, c'est assez strict parce qu'il faut quand même avoir un certain protocole là, pour avoir des règles rendues à ce niveau de pression-là, on pourrait dire, là, ou de stress-là ou d'importance. En qualification, c'est quand même assez soft, ça reste amical. Une fois qu'on arrive en finale, là, les règles sont un petit peu plus appliquées. Moi, je me posais la question. Dans le fond, fait que c'est 3 heures de qualification. Là, tu nous as dit que tu avais un break d'environ 2 heures. Puis si tu fais la finale après ça, c'est, j'imagine, un autre quand même gros bout que tu es dans l'action. Au niveau de ta nutrition dans une journée là, de compétition, moi, ça m'intéresse parce que je veux savoir, tu sais, qu'est-ce que tu manges avant, puis tu sais, pendant ton 3 heures, tu sais, de qualification, tu sais, faut quand même, j'imagine, que tu consommes un petit peu quelque chose pour comme te maintenir à un niveau d'énergie
qui te permet de performer. J'imagine que entre la qualification puis la finale, si tu l'as fait, tu vas sûrement manger quelque chose aussi. Fait que, genre, explique-nous un peu ton plan de match, c'est quoi au niveau de la nutrition là, quand t'es dans une compétition, là. Mon objectif de l'année était de faire une finale, parce que il faut quand même arriver dans les 6 meilleurs d'une compétition. Ben, j'ai fait ma première finale il y a quelques mois. Donc, je n'ai fait qu'une seule finale. Mais je peux te dire, j'ai beaucoup lu autour de ça, fait que je savais à peu près qu'est-ce que je faisais, même si je n'avais jamais fait. Dans le fond, pas mal tout le temps, je suis quelqu'un qui mange de façon assez, je dirais, routinière, j'ai envie de dire. Où est-ce que je vais souvent manger le même déjeuner. Ben, en fait, souvent, je mange le même déjeuner puis depuis que je suis en secondaire 4. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'important aussi arrivé le jour de la compétition. Fait que je mange le même déjeuner que d'habitude, qui est assez, tu sais, c'est 2 toasts au beurre de peanut banane avec 3 œufs. Tu sais, ça reste, c'est pas un gros déjeuner. Encore une fois, je suis jamais dans le, c'est très rare que je vais être en loading phase, on pourrait dire, ou en bulk en escalade. Ça, on pourrait en parler aussi de plus ma nutrition à l'année, là, mais c'est tout le temps assez léger. Surtout le jour de la compétition, mais encore une fois, même que je vais souvent réduire ma portion, fait que je vais prendre les plus petites toasts du paquet, je vais prendre la plus petite banane du paquet, je vais prendre peut-être des fois 2 œufs, je vais garder ça quand même assez léger le jour de compétition. J'aime bien performer, moi, il y a 3 vagues souvent. J'aime quand même mieux la vague le plus tard. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est mental. Je sais pas si à un moment donné, j'ai lu à quelque part qu'à ce qui paraît, t'es un petit peu plus fort le soir dans une journée. Encore une fois, là, je m'aventure peut-être trop loin pour mes connaissances. C'est peut-être juste un niveau feeling placebo de moi qui file de même. Fait que ça fait en sorte que je mange très très léger pendant la journée. Peut-être souvent une barre de protes avant de commencer. Garder ça très très simple. Des affaires que je connais et que je sais que mon corps va bien prendre un carré Rice Krispies aussi avant compé. C'est un petit peu dans ma routine pré-compé. Et pendant la compétition, là, c'est un peu la même alimentation que j'ai pendant mes pratiques aussi. Encore une fois, quand je parle de routine, ben, je trouve qu'en sport, c'est assez important la routine. Je mange tout le temps des dattes ou des sucres qui sont quand même assez complexes pour garder ça, pour garder un niveau d'énergie quand même assez comme tout le long du 3 heures. Fait que des dattes, je vais souvent avoir des raisins ou un fruit aussi si jamais j'ai besoin de sucre un peu plus rapide. Puis que là, je suis comme, ok, là, j'ai un dent d'énergie. Je prends quelques raisins, des raisins verts, mettons. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mangent des jujubes straight pendant la compétition. Mon coach fait ça, Danny fait ça. Fait que, tu sais, t'as besoin un peu des deux, mais c'est les règles les plus importantes, c'est léger, de quoi que tu connais, que tu peux manger sur le fly, puis il faut que tu manges souvent. Et ben, l'hydratation que je vais avoir aussi, qui est assez importante pour le 3 heures, c'est souvent la chose que j'oublie. Je dirais que je suis moins bon à ce niveau-là, là, qu'après 2 heures, je connais, j'ai pas bu une goutte d'eau, ben, c'est peut-être, il faut quand même que je le prévoie un petit peu. Et ben, dans ma finale, c'est ce qu'on a fait entre les deux. J'ai essayé d'aller assez léger, encore une fois, entre ma vague de qualification puis la finale. On est allé, j'étais allé avec des amis, puis dans l'auto, on était les 3 finalistes dans l'auto pour se rendre, c'était quand même un gros char. On est allé au Costco, on s'est pris une salade de quinoa, on a vidé du poulet, le poulet rôti dedans, poulet rôti du Costco. Fait qu'on voulait avoir quand même encore une fois quelque chose de léger, fait qu'avec le quinoa, ben, on avait un peu nos glucides en même temps d'avoir beaucoup de fibres. Être sûr qu'on passe tout avant, que tout ça déjà assez rapidement avant l'escalade. Et on voulait c'est surtout rien de gras. Comme ça, surtout entre les deux, là, tu reviens de 3 heures de compétition, fait que le système digestif un peu comme sur le stress. Puis en plus, tu recompétitionnes tout de suite après, dans 3 heures, ben c'est pas le temps de manger le gros repas qui va te prendre du temps à digérer. Fait que de quoi t'es assez simple. Puis on voulait quand même quelque chose niveau protéiné là, avec le poulet. Encore une fois, que ça suivait la même règle de c'était toutes des affaires qu'on avait déjà mangées. C'est simple, ça se digère vite. Et encore une fois, rentrer dans le concept de routine. Là. Puis ça avait super bien été à ce niveau-là nutritionnel là, pendant ma finale. C'est quelque chose que je referai la salade de quinoa avec le poulet. Peut-être un petit peu plus de glucides, je te dirais, mais je les avais déjà avec mes dattes et mes fruits. Là.
pour t'hydrater, c'est quoi que tu prends? C'est comme une boisson pour sportif, tu sais, avec du sucre, tu sais, du Gatorade, Powerade, etc. Ou tu sais, c'est juste une boisson avec des électrolytes ou tout simplement juste de l'eau. C'est... Juste de l'eau. Que je pense, c'est pas parce que, encore une fois, l'escalade aussi, c'est assez différent. Je pourrais dire que c'est un weird entre deux entre tu ne dépenses pas beaucoup de calories dans une compétition d'escalade, même dans un entraînement d'escalade, moins qu'en faisant, mettons, aller courir un 15 km. Mais tu vas quand même accumuler beaucoup de fatigue musculaire. Donc, c'est quand même un weird entre deux de comme, t'es fatigué, fait que t'as faim, mais t'as pas dépensé tant de calories, fait que tu peux pas trop manger. Puis un peu la même chose avec niveau hydratation, tu veux pas boire trop d'eau, mais comme tu veux pas te déshydrater tes muscles, fait que tu vas pas tant suer en escalade. Fait que c'est un peu le même concept au niveau d'hydratation puis nutrition, là. C'est comme un assez weird entre deux. C'est juste de l'eau pour moi, c'est correct. Avec des glaçons, honnêtement, c'est quasiment ce qui fait le plus de différence parce que c'est ce qui va me refroidir puis me calmer le plus. Mais non, c'est pas. J'ai jamais entendu quelqu'un qui prenait de l'électrolyte là, pendant une compétition d'escalade. Là, parce que, encore une fois, comme je dis, c'est comme tu dépenses pas tant de calories. C'est vraiment plus l'énergie que tu as besoin. C'est weird à expliquer. Ben, en tout cas, je m'aventure encore plus loin. C'est clairement vous les experts là-dedans, mais c'est le feeling que j'ai que je veux pas trop manger, mais en même temps, je veux en avoir un peu parce que je les dépense pas tant que ça. Fait que c'est un weird entre deux. C'est pour ça les dates, moi, à date, c'est ce qui est mauvais jeu de mots, mais qui a fonctionné le mieux. Là, c'est de quoi de rapide, de quoi de simple, puis de quoi qui se digère très très vite. Je vais dire quelque chose, puis tu me corrigeras, William, si tu as autre chose à ajouter. Peut-être, mettons, d'avoir une boisson sucrée, ou tu sais, tu me dis que tu sues pas tant beaucoup. Fait qu'à ce niveau-là, peut-être que c'est moins un gros enjeu de vraiment boire plus. Mais des fois, avoir une boisson qui est sucrée puis qui a un petit peu des électrolytes, c'est sûr que si tu sues, tu vas pouvoir rattraper ce que tu as perdu. Mais aussi, tu sais, c'est parce que là, on parle quand même de quelque chose qui dure 3 heures. Fait que tu sais, oui, c'est vrai, dans un sens, tu dépenses pas tant de calories, mais des fois, c'est que, mettons, dans ton corps, tu vas utiliser plus tes glucides, fait que ton glycogène qui est dans tes muscles. Puis, tu sais, des fois, on pense que, mettons, ma réserve de glycogène, je sais pas, je l'ai juste dépensé comme 30% de mes réserves, fait qu'il m'en reste encore plein. Mais ton corps, il détecte quand même rapidement que ses réserves de glycogène, ils diminuent. Fait que des fois, ça peut valoir la peine de venir les topper au fur et à mesure pour garder une performance le plus élevée possible. Puis également, il y a des études qui montrent aussi, surtout dans des sports comme un peu le hockey. Puis, tu sais, le hockey, tu vas embarquer sa glace 1 ou 2 minutes, puis tu ressors. Fait que, tu sais, c'est comme intense. Puis j'ai l'impression que l'escalade, c'est un peu ça. Tu sais, t'essayes de faire ton mur. Puis là, c'est comme intense pendant comme quelques secondes. Puis là, après ça, c'est fini. Puis là, t'as comme un temps de repos. Puis dans ces cas-là, c'est intéressant des fois d'avoir... là, souvent, ça va être des glucides sous forme liquide. Fait que, mettons, une boisson sportive. Tu sais, tu peux la boire ou pas. Des fois, ils vont juste la prendre, la rendre dans leur bouche, puis la recracher. Puis ça a un effet de réduire un peu la perception d'effort puis de fatigue. Des fois, ça peut augmenter une petite affaire la performance. Fait qu'à ce niveau-là, peut-être que ça pourrait être bénéfique d'essayer ça. Mais sinon, c'est sûr que quand tu consommes des dattes, c'est sucré aussi. Puis je te dirais que, tu sais, mettons, entre prendre des dattes ou des fruits versus prendre plus des boissons pour sportifs ou des jujubes comme ton ami, lui, prenait, ben, honnêtement, c'est vraiment individuel. Il y a certaines personnes qui pourraient dire, ah, tu sais, moi, les fruits, vu qu'il y a comme des fibres, c'est un petit peu plus tough sur la digestion. Fait que, tu sais, moi, j'aime moins ça. J'aime mieux juste le sucre direct. Mais si toi, dans le fond, t'es habitué de prendre des dattes, puis t'as aucun problème avec ça, puis ça passe super bien, puis ça te donne de l'énergie, puis t'aimes ça, continue avec ça. Je vois pas de problème. Je trouve que ça a l'air de super bien marcher pour toi. Puis la salade de quinoa, euh, même chose. Toi, tu te dis comme, ça a été super bien, puis j'avais de l'énergie, puis tout. Mais quelqu'un d'autre pourrait dire, moi, c'est trop de fibres, là, c'est trop lourd. Ou tu sais, des fois, il y a des petites bines dans la salade au Costco, là. Je sais pas si c'est laquelle que t'avais. En tout cas, tu sais, c'est vraiment individuel de savoir. Puis dernière chose, tu disais, moi j'aime ça prendre la vague qui est plus tard parce que j'ai entendu dire que j'étais plus fort plus tard dans la journée. Puis c'est vrai, quand ils regardent, mettons,
le rythme circadien, mettons, c'est vrai que plus tard dans la journée versus le matin, souvent, on est plus performant. Mais encore une fois, c'est vraiment individuel à la personne. Puis si toi, t'es quelqu'un qui s'entraîne tout le temps le matin, mais ton corps va être habitué de s'entraîner le matin, fait qu'il va peut-être mieux performer le matin versus si toi, tes entraînements, c'est toujours plus tard dans la journée, ben là, au contraire, tu vas probablement mieux performer le soir. Je sais pas si William, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Mais le sport, c'est tellement une affaire d'habitude, là. Fait que, tu sais, Mm. au niveau de la nutrition, là, c'est ça, on avait parlé pour ma compétition de powerlifting, la nutrition entourant ça. Puis, comme tu dis, Joseph, c'est ça, c'est le même déjeuner, tout le temps la même bouffe que tu prends. Si tu manges de quoi pendant l'entraînement, ben là, dans la compétition, ça va être la même chose. C'est tellement une affaire d'habitude. Puis, tu sais, moi, la vague plus tard, je sais pourquoi tu prends ça. C'est parce que, d'après moi, tu es un étudiant ou un travailleur. Fait que tu t'entraînes tout le temps en escalade le soir. C'est évident. En tout cas, moi, quand tu as dit ça, la vague de soir, j'étais comme, c'est pas une affaire scientifique de, oh, on est plus fort le soir. C'est juste, tu t'entraînes à cette Mm. heure-là. Donc, pour toi, c'est comme le déclic. Ah, ben là, il est 5 heures, je m'en vais faire de l'escalade, tu sais. Mhm. Puis après ça, niveau nutrition, c'est numéro un pour de vrai. Tant que c'est des trucs que tu es habitué, ça, c'est vraiment un gros point pour les athlètes. Le sport, c'est l'habitude. Donc, c'est pas le temps de venir dire, ah, ça me prend une nutrition spéciale. Tu sais, la meilleure nutrition, ça va être celle que tu connais déjà. Puis ce que tu fais en ce moment, c'est très bon, là. Il y a des protéines, il y a des glucides au bon moment, tout ça. Puis, ouais, vraiment, la boisson sucrée, je pense que ça serait de quoi essayer. Tu parlais de l'eau avec des glaçons pour que. Ça, c'est vraiment bon, là. Ça vient comme. De un, t'hydrater, puis de deux, te calmer les nerfs, là. L'escalade, c'est un sport qui est extrêmement frustrant. Je suis quelqu'un d'assez compétitif. Quand je l'avais essayé, là, ça a pris à peu près une demi-heure que déjà, j'étais comme, bon, OK, V3, ça, je suis capable facile. Là, V4, il faut que ça marche. Puis là, tu viens agressif. Puis là, tu veux vraiment que ça fonctionne. Donc là, dans un cadre compétitif, je peux même pas imaginer à quel point tu te mets de la pression et tu veux que ça fonctionne. Donc, d'avoir quelque chose qui est froid, ça peut aider à ce niveau-là. Mais ouais, c'est ça. Le sucre pour la perception à l'effort peut m'amener aussi. En tout cas, j'ai- ça dépend, là, ça dépend vraiment à quel point tu sues. Mais moi, quand j'étais allé en faire, là, il faisait vraiment chaud où j'étais. Puis je suais beaucoup. Puis je pense que tu tirais avantage d'avoir quelque chose qui a peut-être un petit peu de sel dedans, un petit peu de sucre, juste pour faciliter l'hydratation. Après ça, c'est un bénéfice qui est marginal, là, si on parle de peut-être 5-10% de bénéfices en faisant ça. Mais ouais, c'est ça. Si t'aimes le Gatorade ou tu peux te faire une boisson sucrée maison, ça serait peut-être de. Donc là, je suis 100% d'accord. Moi, tous les petits trucs que je peux aller chercher comme ça, c'est tous des petits pourcents que, au final, est-ce que c'est placebo? Au final, est-ce que ça donne un plus de 1%, 2%? Tu sais, encore une fois, le placebo, je l'utilise vraiment souvent comme terme. Je l'utilise peut-être pas correctement souvent, mais moi, c'est tout ce qui entoure le fait que si tu penses que ça marche, ça marche. Fait, moi, si je pense que ça va marcher, sûrement que ça va marcher. Même que ça marche ou que ça marche pas, si j'y crois, ben, je suis sûr que ça va avoir des avantages. Puis j'aime beaucoup le fait que souvent, ben, tu es tellement concentré entre des murs, un peu comme dans une game de hockey aussi. J'ai vraiment aimé en fait ta comparaison. C'est vraiment l'effort ressemble énormément à celui du hockey. Peut-être un petit peu moins endurance comme en action, mais ressemble beaucoup un peu là, à tes 2 minutes sur la glace, ou en tout cas, ça fonctionne beaucoup comme ça. Puis, ben, moi, ce que j'oublie souvent, c'est de boire. Fait que si ça peut faire en sorte que chaque fois que pour les peu de fois les 5 fois dans le 3 heures que je vais à ma gourde, ben, ça peut être le fait qu'il y ait un petit peu plus d'électrolytes, un petit peu plus de sucre dedans, qui peut faire que je peux avoir peut-être une meilleure rétention de l'eau. Mais encore une fois, ça peut être un super bon avantage. Ouais. Puis si l'eau a le meilleur goût puis est un petit peu salée, veux pas, ça te donne un petit peu plus soif. Fait que à chaque fois, tu vas en boire un petit peu plus. Parce que, tu sais, le goût sucré, ça donne le goût de boire un peu plus. Fait qu'il y a cet élément-là aussi à considérer. Mais, tu sais, c'est ça, là, vraiment, c'est vraiment pour toi. Tu pourrais l'essayer une prochaine fois. Puis aussi, je n'avais pas mentionné, mais tu me disais, t'essayes de manger comme moins gras, tu sais, dans ton repas comme avant la compétition. Puis c'est sûr que c'est une bonne idée parce que le gras, dans le fond, ça va ralentir la digestion, là. Fait que ça va faire que tu vas pouvoir digérer plus vite ce que tu as mangé, l'absorber plus vite, puis passer à autre chose, pour avoir une masse de nourriture dans l'estomac qui reste là, puis qui tu te sens comme pas, tu sais, pas que t'aies Lourd. de problème. Ouais. Ouais, tu te sens lourd, ouais. Mais ouais, ça, c'est souvent juste mon repas de la veille, mon
mon souper de la veille jusqu'à la compétition, je te dirais, là, c'est là que je vais être peut-être un petit peu plus léger. Souvent, les compétitions sont le samedi. Fait que souvent, moi, je vais peut-être commencer, là, c'est encore une fois, c'est quelque chose de nouveau pour moi cette année. Le jeudi soir, c'est là que je vais peut-être commencer à rajouter beaucoup plus de glucides dans mon repas que d'habitude. Fait qu'un petit peu carb loadé, je pense que c'est le terme à utiliser. Je sais pas si c'est trop tôt, je sais pas si c'est trop tard. C'est mon coach qui m'a dit, le jeudi soir, tu peux commencer. Puis moi, encore une fois, si j'y crois, ça marche. Fait que le jeudi soir, souvent, va être un petit peu plus de glucides. Encore une fois, le même déjeuner le vendredi. Mon dîner du vendredi va être souvent les restants de la veille. Fait que souvent un repas de pâtes. Là, j'aime ça me faire un macaroni assez basic ou des pâtes très très simples sauce tomate avec peut-être un petit peu de protéines dedans. Pas trop de fromage parce qu'encore une fois, niveau gras, ça c'est vraiment ça que je le ressens physiquement, là, que le lendemain, moi j'appelle ça un high gravity day. Fait que quand la gravité est plus autour de 9,82, là, parce que je me sens que je me fais tirer vers le bas sur le mur, puis il y a des jours où est-ce que là, c'est plus 9.8, 9.79, là, je le sens. Là. Sans blague, c'est souvent la nutrition, l'alcool. Fait que toutes des choses que le jeudi, vendredi, samedi, là, c'est un no-no. C'est ça parce que honnêtement, ça c'est le genre de truc que c'est même, j'ai envie de dire, c'est même pas placebo, c'est je vais oublier que je vais avoir pris un verre d'alcool la veille, je vais grimper le lendemain, puis je vais être comme, mais semble je me sens lourd et je sais pas pourquoi. Puis après 1 heure, je réalise, hey, j'ai pris 2 verres de vin hier, c'est ça, puis là je dis ça, c'est pas juste moi je pense pas que c'est moi qui est parano avec ça. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. C'est toutes des affaires que vraiment, là, quand dans un sport où est-ce que tu es autant conscient, genre, de tous tes mouvements, de toute ta biomécanique, de niveau corporel, faut tellement que tu sois conscient de où est-ce que tout est, comment tout marche, comment tous les muscles qui forcent, que dès qu'il y a un petit tweak, dès qu'il y a une petite blessure, dès qu'il y a quelque chose qui n'a pas été correct, ça va pas. Donc, encore une fois, comme tu as dit, William, la règle marginale, c'est rester dans ses habitudes quand tu arrives en compétition. Là, tu veux absolument pas qu'il y ait de quoi que le verre de vin de la veille ou que là j'ai mangé plus gras, puis là non seulement tu le sens au niveau physique, mais après ça peut embarquer au niveau mental, ou est-ce que là c'est peut-être à cause de ça, c'est à cause de ça je vais peut-être pas réussir ce mur-là, ok ouais c'est pour ça que mon essai, tu sais là tu commences à te faire des excuses en tout cas, ce qui peut embarquer assez vite, surtout dans en fait l'escalade qui est un sport, tu sais que peut-être du monde pourrait voir ça comme très très physique, mais c'est un sport je trouve qui est très un tiers. Fait que le sport, je pense, qui est le plus comme ça, qui est le plus un tiers physique, un tiers mental, un tiers technique. Donc, vraiment, t'as les 3 disciplines où mettons, où est-ce que dans le golf, ça serait peut-être 70% technique, 20%, peut-être 60% technique, 30% mental, 10% physique. Ou des sports différents comme ça, là, où est-ce que ça vient jouer dans ces pourcentages-là. L'escalade, c'est très, très un tiers. Parce que tu utilises tout le temps, les 3 en même temps. Fait que tu veux pas venir affecter aucun de ces 3-là avec une mauvaise habitude. Si on continue dans la nutrition, je voulais savoir, t'es-tu quelqu'un qui prend des suppléments pour ton... Moi, parce que ça m'est venu en tête, tu sais, mettons, tu prends-tu de la caféine avant ta compétition, t'es-tu du genre à prendre un café le matin? Parce que je me disais aussi, si tu veux te sentir léger, des fois, prendre un café, ça peut aider à faire la vidange matinale avant l'entraînement, avant la compétition. Fait que je me demandais à ce niveau-là, caféine ou peu importe le supplément, si c'est quelque chose que tu prends des fois. Oui, puis je lis beaucoup sur ça, sur l'entraînement, j'aime beaucoup tout ce qui est au niveau scientifique comme ça. Fait que je te dirais qu'en ce moment, ce que je prends au quotidien, c'est là j'ai commencé la créatine depuis l'année dernière. À l'escalade, on pourra en parler après, mais pas que c'est controversé en escalade, mais c'est que tu fais des gains de masse. Est-ce que tes gains de masse, tu veux les garder pour ta période de compétition? En escalade étant un sport qui a un ratio body weight qui est assez important. Mais je pourrais l'expliquer par après pourquoi. Protéines, c'est juste parce que c'est facile, ça rend ça plus facile de frapper mon 100-150 grammes par jour. C'est vraiment juste pour ça que j'ai des suppléments. J'essaie d'en prendre le moins souvent possible puis de garder toutes les protéines dans mon alimentation normale. Fait que ben du tofu, ben du poulet, ben
la viande hachée, là, mon congélateur est assez plein. Là. Il y a un produit, encore une fois, à un moment donné, j'ai reçu ça en cadeau, là, mais bêta-alanine, ou tout ce qui est jus de betterave avant une compétition, ça peut augmenter l'apport en oxygène de tes muscles, surtout dans un sport comme l'escalade où est-ce que tu as tellement besoin de récupérer entre chaque bloc que, en tout cas, ça c'est peut-être quelque chose de plus placebo, peut-être plus marketing. Là, je suis allé avec les plus importants étant créatine, protéines, mais là, je m'éloigne jusqu'au moins important. Là. Vitamine D à tous les jours. Caféine, c'est mon meilleur pre-workout. Je prends pas de pre-workout normal de gym. J'ai vraiment juste un double espresso avant mon entraînement. Des fois, même pendant la compé, là, si j'arrive 30 minutes avant, que c'est une longue compé, puis celle-là, j'ai 3h30, fait que là, entre mon premier café puis la fin de la compé, il y a 5 heures qui se passent, ben, des fois, je m'en prends un deuxième pendant, puis ça fait la job, là, mais je suis très espresso court, puis caféine, honnêtement, là, peu importe le rythme cardiaque que ça me donne au final, c'est tellement une bonne façon, je trouve, de rentrer dans mon mindset, puis de des fois d'être fâché contre le mur, là, la caféine en l'aide. C'est pas mal ça, je te dirais, tous les suppléments que je prends là, mais peut-être pour revenir à ce que je disais de la créatine, là, que j'ai, c'est le deuxième cycle que je fais en fait. J'ai fait 2 mois, j'ai arrêté 2 mois, puis là, je suis à peu près à la fin de mon d'un autre 2 mois. La théorie, pourquoi est-ce qui m'a fait convaincre d'en prendre, parce que j'ai longtemps été comme, j'en ai pas de besoin. En escalade, il dit, tu sais, la créatine, tu vas nécessairement faire un certain gain de masse, fait que peut-être 4-5 livres pour moi, mettons, ou 3-5 livres. Est-ce que c'est un 3-5 livres que je veux garder dans ma saison de compétition? Fait que, est-ce que c'est ce 3-5 livres-là vient vraiment me soulever plus que 3-5 livres sur le mur? C'est là que je le sais pas, puis que j'ai jamais vraiment... C'est l'argument qui m'a tout le temps dit, ben, à quoi ça me sert d'en prendre? Mais je dirais l'argument de plus ou l'autre side effect de la créatine est que ça vient vraiment augmenter ton endurance en escalade et qui est encore une fois, même je pourrais encore jouer l'avocat du diable et dire l'endurance en escalade de bloc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Encore une fois, non. Mais moi, je la prends seulement dans mes blocs d'entraînement. Fait que comme là, j'ai fait un 2 mois d'entraînement cet été parce que l'été, ce n'est étrangement pas une grosse saison de compétition en escalade. Tout le monde est dehors. Fait que c'est à l'automne que c'est vraiment la grosse saison de compétition. Et en 2 mois, moi, ce que ça fait en sorte, c'est que si j'ai 4-5 entraînements d'escalade semaine, mon 4e, 5e entraînement de la semaine, il est beaucoup plus efficace lorsque je suis sur la créatine que lorsque je ne le suis pas. Fait que ça fait, moi, c'est vraiment purement je suis capable d'aller chercher des adaptations neuromusculaires importante en m'entraînant plus fort dans mes blocs d'entraînement. Puis qu'après ça, même si je repère après ça en arrêtant la créatine le 3 à 5 livres de muscles, mais en escalade, le système neuromusculaire est super important parce qu'encore une fois, comme tu parlais, William, tantôt, là, moi, il y a quelqu'un qui va avoir un tour d'avant-bras 50% de moins que le mien, mais qui va être capable de tirer je sais pas combien plus fort sur ses doigts que moi. Là. Fait que le système neuromusculaire est vraiment important à entraîner en escalade. Moi, c'est la seule raison qui me fait pencher de pourquoi est-ce que j'ai commencé à l'essayer. Et je sais pas si c'est placebo, je sais pas si c'est difficile à dire, mais les 2 cycles que j'ai fait, j'ai vraiment commencé à ressentir une différence après les 2 semaines que j'arrête. Mon premier 2 mois, 2 semaines après, je ressentais clairement la différence dans mes entraînements. Même chose après le 2e mois où est-ce que j'ai arrêté 2 mois P2. Fait c'est purement la raison pourquoi je le prends. C'est pour faire des meilleures adaptations neuromusculaires, pour faire des meilleurs entraînements. Puis j'arrête pendant mes saisons de compétition. OK. C'est vraiment intéressant. Honnêtement, tu sais, c'est vraiment spécifique au sport de l'escalade. Fait que j'ai pas vraiment la réponse pour te dire si pour l'escalade, tu serais mieux de continuer tout le temps de le prendre ou tu serais mieux de pas le prendre. La créatine, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est ça, on va parler vraiment créatine pour le gain de masse musculaire. Parce que c'est vrai que quand tu prends de la créatine, quand tu commences à la prendre, dans le fond, ça va aller se loger dans tes cellules musculaires. Puis là, ça va attirer une petite quantité d'eau à l'intérieur des cellules musculaires. Fait que ça te fait prendre un petit peu de masse maigre. Fait que, comme tu disais, autour de 3, 4, 5 livres, dépendamment de l'individu.
Fait que oui, à ce niveau-là, ça te fait prendre un peu de la masse musculaire, mais c'est pas vraiment, tu sais, comme si j'avais pris 5 livres de muscle vraiment, là, tu sais, parce que c'est vraiment de l'eau. Mais c'est ça. Puis ça va améliorer ta performance. Souvent, mettons, on va en parler au gym, que ce soit par le gain de masse ou juste par le système phosphocréatine. Tu vas être capable de faire, tu sais, dans une série, mettons, de 10 répétitions, ben, peut-être que je vais pouvoir aller chercher comme une ou deux répétitions de plus à cause que j'ai mon système de phosphocréatine, là, ma créatine qui est plus saturée dans mes muscles. Fait que moi, je serais curieux parce que tu dis, dans le fond, dans ton entraînement, euh, que ça, t'as l'impression que ça t'aide plus. C'est-tu dans ton entraînement plus de conditionnement, renforcement ou vraiment quand t'es au mur, t'as l'impression de mieux performer? Puis pourquoi je me demande ça, c'est que dans le fond, quand on a notre système bioénergétique, là, euh, les premières secondes d'une activité physique comme intense, tu sais, t'as les réserves d'ATP, tu sais, dans le corps qui sont utilisées rapidement. Après ça, tu as le système de phosphocréatine qui embarque pour les secondes qui suivent. Puis après ça se met à être du glucose qui est consommé. Puis là, c'est là que ça devient à te brûler parce qu'il y a une accumulation d'acide, là. Juste par ça, je me dis, ben, tu sais, oui, tu as un petit peu plus de masse meg à cause de la créatine, mais en même temps, peut-être que ça te permet, tu sais, on parlait tu as mentionné l'endurance, mais tu sais, c'est comme de l'endurance, mais tu sais, quand même dans un timing qui ça me semble être approprié à l'escalade, tu sais, souvent ça va être des petits mouvements, genre, il faut que tu forces vraiment beaucoup, tu sais. Fait que ça dépend vraiment du bloc, j'imagine, tu sais, si c'est quelque chose qui est vraiment intense, rapide, versus qui prend plus de temps. Fait que, en tout cas, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là, William ou Hmm. Joseph, si, par rapport à ce que je viens de dire. Ben, ouais, je peux y aller avec ma théorie. Mais dans le fond, moi, le bénéfice que je verrais avec la créatine en escalade, c'est vraiment ça, d'aller chercher le 3 à 5 livres de plus de masse musculaire par la rétention d'eau. Puis ça, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre justement, plus qu'on va avoir de masse musculaire, plus qu'on va avoir le potentiel de faire des adaptations en force, des adaptations neuro, comme tu disais, Joseph. Puis ça va être vraiment important parce que si on a plus de masse musculaire, ça va être plus facile de faire ça. Puis, autre aspect, tu as parlé de l'aspect récupération. Donc, dans tes entraînements, que tu fais beaucoup d'entraînements de force, tu as besoin d'avoir beaucoup de récupération. Puis là, la créatine peut aider une petite coche. Puis ça fait que tes entraînements sont donc plus productifs. Tu peux développer plus d'adaptation, soit développement de masse musculaire ou plus d'adaptation neuro. Donc, vraiment là, on vient optimiser notre phase d'entraînement avec la créatine. Puis après ça, je pense le call, ça serait vraiment de dire, mais là, si on rentre dans une période de compétition, peut-être de débarquer de la créatine si vraiment on veut être compétitif, si on a besoin. On n'a pas parlé s'il y avait des catégories de poids, mais si, mettons, tu veux faire une certaine catégorie de poids, mettons de 145 livres à, mettons, descendre à 140 pour faire la pesée. Puis après ça, ben là, tu as comme optimisé tes adaptations neuro. Puis on s'entend-tu que si tu fais une période de peaking juste avant ta période de compétition, ben tu n'as comme pas vraiment besoin de créatine dans le sens où ta période de peaking, tes adaptations neuro sont là, puis tu n'as pas un gros volume d'entraînement. Donc, ça serait quand même soutenable sans avoir la créatine qui viendrait aider. Mais là, vraiment, on parle d'optimisation très. Je crois que je peux quand même répondre solidement à tout ça aussi. Là. J'ai un ami qui est meilleur que moi et qui est très très fort au niveau compétitif et qui lui prend la créatine en longueur d'année. Lui, c'est parce que même s'il est dans une phase de compétition, il est quand même dans une phase de gain de force. Fait que lui, c'est encore une fois, ça revient par habitude. Moi, je te dirais la seule chose qui me fait en sorte qui tend la balance vers pourquoi est-ce que j'en prends moins, c'est peut-être tu sais, je sais que c'est très, très sécuritaire, la créatine et tout ça, mais ça reste quand même, moi, proche de la limite de ce que je suis prêt à faire pour mon sport et ce que je suis pas prêt à faire pour mon sport. Fait que même si c'est super sécuritaire, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, on dirait que j'ai encore une petite passe de cerveau qui est comme, OK, ben, dans ta saison de compétition, si c'est pas vraiment nécessaire de l'avoir, peut-être mieux de pas le faire. Fait que moi, c'est vraiment plus comme j'ai dit, j'ai un ami qui le fait, qui performe très très bien. Fait que niveau optimisation, est-ce que c'est vraiment ça? Dans mon bloc d'entraînement, par exemple, là, la balance est complètement décalée, que les gains sont vraiment là versus est-ce que je suis prêt à prendre la créatine ou pas. Vu qu'en séance de compétition, mais là, il y a un petit peu moins cette balance-là est un petit peu plus ramenée. J'aime mieux pas le prendre.
les deux fonctionnent. Est-ce que c'est optimisé ou pas? Ben, tu viens chercher un plus, un moins. Tu viens perdre, pas perdre, mais tu viens, comme Mathieu, tu disais, niveau intracellulaire, tu perds un petit peu d'eau, mais tu as fait, comme je disais tantôt, toutes les gains neuromusculaires, fait que tout vient s'équilibrer au final. Fait que tu restes dessus ou tu restes pas dessus. Peut-être que tout ce que ça fait, c'est que tu économises les 2 semaines que ça prend pour revenir dessus. Ça, c'est peut-être pour répondre à ça. Et Mathieu, tantôt, tu parlais plus au niveau des phases d'entraînement, puis de comment est-ce que je le ressentais vraiment. Là. En fait, d'ailleurs, ça, c'est un commentaire que je voulais faire de pourquoi j'ai écouté quelques épisodes de votre podcast puis que je l'aimais autant. C'est que je trouve que vous venez vraiment chercher niveau personnel chez quelqu'un de le day-to-day d'un athlète, à quoi ça ressemble, ou le day-to-day de quelqu'un qui veut s'entraîner. Fait que c'est très, très... qu'est-ce que tu es supposé ressentir? Qu'est-ce que... Genre, ça vient vraiment chercher l'espèce de facteur humain que souvent, c'est cool d'écouter Michael Phelps qui parle, mais le gars mange 10 000 calories par jour, puis je sais pas, il nage combien de mètres par jour. Des fois, c'est un peu insensé écouter ça. Parce que vous, je trouve que c'est très, très... je pourrais dire... homme à homme, là. C'est très, très proche de ce qu'est la réalité. Fait que c'est un compliment que je voulais vous faire là, pour votre podcast. Et ben, en fait, moi, ce que je ressens, c'est exactement ce qui est textbook, ce que la créatine pourrait te faire. Tu as parlé des systèmes énergétiques tantôt, Mathieu. L'entraînement d'escalade est très, très basé sur les systèmes énergétiques. Moi, je vais y aller par bloc d'entraînement. Fait que je vais avoir des blocs souvent de 5-6 semaines avec une semaine de repos entre chaque bloc. Et ça va être des blocs qui vont être basés sur le système aérobique, fait qui vont être mon système de maximum strength, fait que le plus fort que je peux tirer en one arm pull-up, puis sur une prise de 14 mm, mettons. Après ça, je vais avoir des entraînements qui vont être plus, on va appeler power endurance. Ça va y aller avec le style du bloc. Fait qu'il y a des blocs, des fois, il y a 15 mouvements, même si c'est un bloc, il peut y avoir 15 mouvements dans un bloc. Fait que si tu fais un espèce de long trajet latéral, tu remontes, puis tu reviens, ça peut être un mouvement ça peut être quasiment poussé niveau endurance, où est-ce que tu arrives à l'espèce de, je pense que c'est 1 minute ou c'est 90 secondes que tu tombes sur le système aérobique. Fait que tu vas jouer là-dedans, puis les phases souvent que je vais avoir plus de système aérobique, que là c'est très rare que je l'utilise en escalade, mais c'est très important que j'aille ces blocs-là. Et ça, c'est sûrement ce qui a été le plus game changer dans mon escalade, c'est que ces phases d'entraînement-là, moi je les vois comme du injury prevention. Fait que un mois et demi ultra plate, mais que je fais des murs super faciles, mais je fais une séance où est-ce que je suis sur le mur le 90% du temps, mais sur des murs qui sont vraiment plus faciles que ce que je suis capable de faire. C'est vraiment plate comme un mois et demi, mais c'est game changer niveau, un peu comme quelqu'un qui fait de la course, qui va faire du volume pour injury prevention. C'est le même concept en escalade. C'est vraiment ce qui a fait la donne là, dans un sport où est-ce que les blessures sont autant préventives au niveau des gains. Ben je pense que j'ai pas encore répondu, mais pour exactement comment je le ressens dans ces différents blocs-là, quand je suis dans une phase aérobique, je le sens, écoute, je suis comme, là, au lieu de faire 6 minutes sur ce mur-là, je suis capable de rester 10 minutes. Vraiment, là, à ce niveau de la créatine, quand c'est à ce niveau énergétique-là, la différence est immense. Power Endurance, souvent, c'est que dans un entraînement, je vais être capable, je vais ressentir Power Endurance puis Max Strength, je pourrais dire les deux, c'est à peu près le même effet que je vais avoir. C'est que, mettons que je me planifie, OK, tu dois faire 5 essais sur ce V9-là, par exemple. Ça va être dans mon entraînement, là, un V9 là, qui n'est pas mon style, puis qu'il faut que je travaille, il faut que je fasse 5 essais dessus. Ben, mon 4e puis mon 5e essai, c'est là que je vais voir la différence. Mon premier, 2e, 3e, c'est très très fort. C'est là que la créatine elle va peut-être moins jouer là, au niveau vraiment de mon max strength. J'ai moins ressenti d'effet, mais c'est dans mon max strength à longueur d'entraînement, c'est dans les dernières séries que je vais vraiment ressentir la différence. Même si, toi, tantôt, je pense que tu en parlais, Mathieu, c'est dans un set que tu vas sentir la différence entre le 10, 11, 12, les reps. Mais moi, mes reps ont à peu près, en maximum stretch, ont environ 3 minutes entre chaque. Fait que c'est vraiment, je fais un mur, j'attends 3 minutes, ça fait des longs entraînements d'à peu près 2h30, 3h. Ben, c'est long, mais au final, je gagne peut-être 10% du temps, 10-15%, fait que c'est vraiment axé sur faire, qui va ressembler en fait à peut-être un entraînement de powerlifting. Et ben, c'est dans même si c'est pas une série continue, c'est dans mes dernières reps que je vais ressentir les effets. Fait que ça dépend du bloc d'entraînement.
Ça dépend du style de bloc que je fais. Ça dépend de beaucoup de choses, mais ça revient assez textbook quand tu y penses au final, quand tu ramènes à des principes de base. C'est dans mes dernières séries que je vais ressentir la différence. Intéressant. Intéressant. Ouais, ben, écoute, fait que pour vrai, tu peux l'apprendre à longueur d'année, tu peux le faire, continuer de le faire comme tu fais en ce moment. Puis aussi, tu me parlais, tu sais, au niveau juste, je sais pas si je veux tout le temps l'en prendre, parce que, tu sais, on sait que c'est vraiment, je pense que c'est le supplément qui a le plus d'études scientifiques dessus. Il y a vraiment pas, tu sais, les effets secondaires, c'est vraiment plus au niveau, des fois, si t'en prends beaucoup en même temps, tu peux avoir des effets au niveau digestif. Euh, Si tu veux comme vraiment être sûr que le supplément il est plus safe, je te dirais c'est vraiment choisir une marque, tu sais, ou un produit qui est de meilleure qualité. Souvent pour être capable d'identifier les produits de meilleure qualité, il y en a certains qui vont avoir été testés par une compagnie, un tierce partie. Fait que souvent, ça va être indiqué là, sur le supplément que ça a été testé par telle compagnie. Fait que là, tu sais, t'as un petit peu plus une garantie, là, vraiment que ce que tu achètes, c'est vraiment le produit. Sinon, pour la créatine, des fois, une autre façon de faire, c'est qu'il y a certaines compagnies qui vont acheter une créatine d'une autre compagnie, mais que le nom, ça va être un trademark. Souvent, un qu'on voit souvent, c'est le CreaPure. Quand tu vois ça, c'est vraiment une compagnie qui fait que ça, genre, puis c'est vraiment trademark. Ils ont pris cet ingrédient-là, fait il y a moins de risques que ça ait été altéré par quelque chose d'autre parce que c'est vraiment l'ingrédient direct, là. Fait que si jamais ça t'inquiétait, tu pourrais regarder ça pour t'assurer que ton produit est vraiment de la top qualité, là, finalement. Euh, Fait que c'est ça. C'est intéressant que quand tu me parles de tes différentes... T'as comme un peu de périodisation d'entraînement, là, tu sais, pour te spécifier. Puis j'étais curieux. Dans le fond, le timeline que tu as donné, c'est à peu près 3 4 mois, je pense. Puis, là, mettons, comment ça se place dans avant ou après ta saison de compétition? Juste avant ta compétition, ça va être quel type d'entraînement plus? Genre, c'est quoi la périodisation, si tu peux le décrire un peu mieux? Niveau plus macro-cycle, mettons, Mhm. que l'ordre général, puis là, ça va changer en fonction de l'individu, en fonction de bien des choses, c'est euh, endurance, force maximale, puis vitesse. Ok. Fait que c'est très souvent l'ordre dans lequel tu veux faire tes choses et tu vas piquer après 2 semaines de vitesse. Le power, tu sais, power, Mhm. vitesse, là, fait que mouvement rapide, tu t'appliques. Parce que tout un est un peu le bloc de l'autre. Fait encore une fois, moi, endurance, c'est mon injury prevention. L'endurance, c'est vraiment la préparation pour les deux autres qui s'en viennent. Puis, ce maximum strength, c'est souvent là que tu vas ressortir de tes entraînements. Là. Que je me blesse, Mhm. c'est dans cette phase-là, là, dans la phase de maximum strength, parce que en même temps, vient un certain mindset de est où la ligne entre je me pousse comme David Mhm. Goggins, puis je suis safe, mais je fais pas de gain. C'est quand même une ligne qui, au fil du temps, j'ai appris à gérer avec une certaine, je pourrais dire, une certaine sagesse, mais que j'ai pas encore au complet, puis que je n'aurai peut-être jamais, et qu'aucun sportif, euh, même les coachs, en tout cas, c'est très difficile à acquérir. Là. Et ben, le maximum strength, après ça, tout ce que tu fais, c'est que tu divises par le temps, puis tu obtiens ton power après. Mhm. C'est tous des blocs qui te permettent de piquer après le power. Et là, ça, c'est des blocs très, très généraux. Ça, c'est des blocs, mettons, tu sais pas comment t'entraîner en escalade, tu commences en faisant ça. Après ça, tu peux y aller très, très précis. Fait que moi, ça va être... je vais essayer d'intégrer beaucoup là-dedans tout ce qui est faiblesse, tout ce qui est... tout ce qui est améliorer mes forces, tout ce qui est mais là je sais que cette compétition là qui s'en vient, je sais que le monde qui font les route setters de cette compétition là, je sais à peu près comment ils font leur style de mur. Je sais qu'il y a très souvent en compétition ce mur là où est-ce que c'est des crimps mais avec les épaules qui sont vraiment étendues, fait que c'est autant dans les bras que dans les épaules que forcer dans des positions de même. Fait que moi quand je parle d'entraînement, c'est j'ai un entraînement semaine dans le gym et mes 3 ou 4 autres entraînements vont toujours être sur le mur. Comme j'ai dit tantôt, c'est un sport qui est un tiers, un tiers, un tiers.
très important d'avoir la composante technique. Comme dans tous les sports, c'est cool de t'entraîner au gym, mais c'est cool que tu fasses du bench. Quelqu'un à défense au football, ok, c'est cool que tu sois fort en bench, mais c'est très important. C'est encore plus important que tu sois fort en bench, que tu sois capable de prendre cette force-là de bench puis de l'appliquer à pousser un joueur de football. Fait que même chose moi en escalade, c'est beau que je sois capable de faire un one-arm pull-up. Il faut que je sois capable de faire un one-arm pull-up sur le mur, qui est pas du tout la même chose. Fait que c'est pour ça que l'entraînement, au début, quand tu veux commencer à juste avoir une meilleure forme physique en escalade, c'est très important d'aller au gym, selon moi. Encore une fois, c'est une opinion. Mais plus ça avance, plus tu veux t'éloigner de la salle d'entraînement et faire tes trainings complètement sur le mur. Que ça soit de faire des pull-ups au lieu de les faire sur la barre, t'es fait sur le mur. Moi, selon moi, le core va être le plus important. T'sais, faire des crunchs à terre, c'est cool pour la shape, mais c'est tellement loin de ce que tu fais sur le mur qu'au final, est-ce que c'est vraiment nécessaire que versus tu te tiens sur les deux prises du mur, tu lâches tes pieds puis tu les ramènes, tu fais un énorme crunch, mais sur le mur, 1000 fois plus intéressant selon moi. Fait que ça, c'est ce que j'ai appris un peu avec mon coach cette année, là, c'est que c'est bien beau être fort dans le gym. Complètement une autre affaire être bon sur le mur. Fait que c'est pour ça que moi, mes entraînements, là, c'est très, comme tantôt je parlais, c'est faire 4 fois un V9, ben, moi, c'est ça. Moi, c'est ça mes reps, au lieu de faire des reps de bench. C'est vraiment essayer d'axer ça le plus possible vers le mur, vers le skill à apprendre. Ouais. Puis ça doit dépendre, tu sais, mettons, parce que là, en ce moment, t'as un niveau de force, de musculation, puis de skill, d'escalade, que t'es capable de faire ces exercices-là, tu sais, plus spécifiques directement, mais mettons, quelqu'un qui est vraiment débutant, il sera peut-être pas capable de faire ces exercices-là. Fait que peut-être, tu sais, dans un environnement plus gym, avoir des exercices plus adaptés qui permet quand même d'avoir des adaptations en qu'est-ce qu'il y a besoin. Là. Ça pourrait être intéressant, mais plus que tu es avancé, plus que tu es capable de faire les exercices plus complexes, plus spécifiques à l'escalade, là, je suis d'accord avec toi, ça doit être plus approprié. 100% d'accord. William, Oui, t'avais-tu quelque j'avais un chose à truc ajouter? à dire, là, je suis en train de chercher. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quand je suis allé faire de l'escalade, on avait assez un truc pour le fun à la fin. Là, on a commencé à être pas mal brûlé. Là. Mais on a essayé de monter un des murs, mais un relativement facile, mais juste avec nos bras, pas de jambes. Là, vraiment juste avec la force des bras. Puis là, à ce moment-là, j'ai été capable de battre certains des gars qui étaient là, qui étaient des grimpeurs plus aguerris que moi, mettons. Là. Fait que là, à ce moment-là, j'étais comme, ah, tu sais, si c'était juste un sport de force, je serais pas si pire. Mais après ça, tu regardes les mêmes gars avec l'aspect technique, qui est un 33% selon toi, ben là, vraiment, j'avais aucune chance d'y suivre la minute qu'on embarquait sur des V5, des V6, là, tu sais. Donc, vraiment, l'aspect force, tu sais, c'est vraiment important. Puis, c'est l'idée dans tous les sports que oui, c'est le fun de la faire, l'entraînement dans le gym, mais il faut vraiment se spécialiser avant tout dans notre sport. C'est ça qui est vraiment le plus important. Parce que c'est ça, comme tu dis, tu as comme le 2 tiers que ça va être vraiment, faut que je fasse de l'entraînement de bloc, puis après ça, 1 tiers, peut-être que je peux aller me spécialiser un petit peu plus. Exactement. Puis, tu sais, ce que tu dis, ça s'appelle faire, juste pour le terme, ça s'appelle faire du campus quand tu n'utilises pas tes pieds. Mhm. Super bon entraînement sur le mur. En fait, c'est drôle, j'ai fait ça hier. C'est un super bon entraînement quand tu veux te sentir un peu plus léger sur les prises. Quand je dis que tu vas avoir plus de low gravity day, là, ben, super bon entraînement pour ça. Après ça, quand tu mets tes pieds, tu te sens pas mal plus léger, je te dirais. Mais oui, c'est vraiment, là, puis encore une fois, ça va y aller avec le style. Il y a du monde, et comme toi, tu vas peut-être avoir un style qui ont dit que c'est des murs qui sont, moi j'appelle ça des murs un petit peu plus, c'est des murs un petit peu plus comme pompants. Mais après ça, tu vas arriver sur un mur qui est un petit peu plus droit, où est-ce que là, c'est des mini-prises, puis c'est très, très technique, beaucoup de body positioning. Fait qu'encore, puis ça, c'est autant aussi, ça va être un entraînement, parce que tu forces du corps tout le temps. Des fois, tu respires pas beaucoup dans ces murs-là. Fait que c'est vraiment garder une espèce de tonus. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est très, très difficile de reproduire tout ça sur une barre. T'sais, peut-être que faire des pull-ups, oui, c'est cool, comme j'ai dit, mais j'aime bien mieux avoir une cote de plus sur le mur que d'être capable de faire 30 livres de plus en pull-up sur la barre. Fait que c'est où est-ce que tu vas aller chercher tes gains. Et puis même là, moi, je te dirais que Mathieu, en fait, j'ai vraiment aimé le point que tu as abordé, que
Ça m'a pris beaucoup d'entraînement, me rendre à être capable de faire des entraînements sur le mur. Quelque chose que j'ai été longtemps dans le gym au début, que c'est super important d'avoir de commencer avec la base, que ce soit avec ton bench, ton deadlift, tes pull-ups, commencer avec la base, puis qu'une fois que tu as atteint un niveau, là, tu peux aller commencer à faire ces entraînements sur le mur qui vont être bien plus efficaces. Mais comme tu dis, Mathieu, au début, c'est autant efficace. En fait, c'est pas plus efficace aller dans le gym parce que tu vas être vraiment capable de contrôler tes mouvements plus que sur le mur. Encore une fois, peut-être niveau blessure. Mais oui, ça prend. Il faut que tu sois capable de faire ces entraînements-là si tu veux qu'ils soient payants rendus sur le mur. Mhm. Puis tu sais, c'est aussi, mettons, c'est juste toi-même en tant qu'athlète rendu à ton niveau. Tu sais, t'es sur le mur, puis tu sais, mettons, il y a un certain mur que t'as de la difficulté ou tu sais, tu as tout le temps les mêmes éléments qui t'empêchent de le réussir. À un moment donné, tu te rends compte c'est quoi. Tu sais, si l'élément qui t'empêchait, c'est parce que t'étais pas assez fort pour te soulever à un bras, par exemple. Et là, tu pourrais dire, OK, ben, il faudrait que je travaille ma force. Mais si l'élément, c'est comme plus au niveau de l'endurance, au niveau du core, comme tu disais, ou c'est plus comme vraiment ma technique, faut que je travaille ma technique, c'est ça qui me limite, tu sais, même au niveau de ma force, au niveau de l'endurance musculaire, c'est correct. Mais là, tu réponds à ta question, c'est quoi que tu as besoin de travailler, tu sais. Puis je pense, c'est comme que tu fasses seulement une fois par semaine du gym, tu sais, je pense que c'est bien quand même parce que tu maintiens tes acquis au maximum. Puis vraiment, tu sais, qu'est-ce que tu as besoin pour progresser, c'est vraiment travailler les skills, travailler les murs plus compliqués. Fait que, tu sais, c'est ça. Tandis qu'un quelqu'un plus débutant, peut-être que là, justement, pour lui, la force puis la masse musculaire, c'est ça qui est de limite parce qu'il est pas capable de se tirer. Fait que là, pour lui, ben, ça pourrait valoir la peine de passer plus de temps peut-être à la salle d'entraînement, par exemple. Ben, 100%, t'as tout à fait compris, même que j'ai mon training devant moi, puis c'est exactement ce que tu dis. Moi, je vois mon training, où est-ce que je suis rendu, pourquoi j'ai ma session une fois semaine, c'est exactement pour ce que tu as dit. Puis un peu de ce que j'ai dit tantôt, moi, c'est pour du injury prevention, parce que Mhm. devenir plus fort, tu te blesses moins. C'est une règle dans tous les sports, je pense que. Et ben, la deuxième règle, c'est comme j'ai dit tantôt, moi je l'ai parlé tantôt du style des crims qui sont bien loin un de l'autre, à droite, à gauche. Déjà que tu sais, moi je pense que je suis 5'8", fait que tu sais, mon wingspan, c'est pas le plus long wingspan comparé à quelqu'un de 6 pieds 5, mettons. Fait que quand il y a deux prises qui sont loin, qui sont un petit peu morpho pour moi, il faut que je force vraiment fort dans mes épaules, quasiment comme un genre de Aaron Cross, mais je suis pas un gymnaste qui est capable de faire un Aaron Cross, là. Mais on a l'image. Ben, tu vois, dans mon entraînement, c'est des scapular shrugs à une main. Fait que je viens vraiment isoler ma faiblesse dans mes entraînements au gym. C'est pour ça que je le fais. Fait que c'est vraiment tout ce que j'ai, c'est des white pull-up, des scab shrugs, puis des TRX flies. Tu vois, c'est tous les exercices qui viennent chercher les épaules dans cette position-là. Fait que la moitié de mes exercices, c'est ça. Puis l'autre, c'est cette position-là, puis je viens toucher mes orteils à une prise qui est assez éloignée. Fait que j'ai 4 exercices sur 8 que c'est ça. Puis mes 4 autres exercices, c'est du injury prevention. Fait que c'est des dips pour les muscles antagonistes, des squats pour tout ce qui est hanches puis corps, puis moins jambes. J'essaie de vraiment garder ça un petit peu, concentrer un petit peu plus au niveau des hanches, parce qu'il y a souvent l'espèce de le pelvic tilt, tu l'utilises souvent en escalade pour venir où le mouvement, je l'oublie, là, mais le power clean, qui est un mouvement qui est très. Où est-ce que tu utilises le hip drive? Tu vas l'utiliser beaucoup dans tes murs d'escalade où est-ce que c'est dynamique. Tu commences les hanches loin du mur, tu te donnes un kick de hanche pour te rapprocher du mur, tout le temps le mouvement à peu près dynamique que tu veux faire, qui est assez similaire à un power clean. Tu vois, c'est vraiment moitié-moitié. Moitié, moi, c'est travailler les faiblesses. L'autre moitié, injury prevention. Quand tu commences, c'est peut-être pas trop c'est quoi tes faiblesses, puis en fait, tes faiblesses, c'est peut-être toutes. Fait que c'est peut-être juste ta forme physique. Fait que comme tu dis, Mathieu, ben, quand tu commences, c'est super important de commencer avec les mouvements de base. Et non seulement c'est important, mais ça va être beaucoup plus optimal que d'aller essayer de faire un mouvement funky. Tu es capable d'en faire un. Puis au final, tu viens. Ok, c'est cool, c'était peut-être le mouvement optimal, mais tu t'en as fait un. Fait est-ce que c'est vraiment optimal pour toi? Non. Je suis assez chanceux d'être rendu à un niveau où est-ce que je suis capable de faire des affaires funky, puis genre, je viens vraiment euh, aller chercher l'adaptation sur le mur. Mais t'as été right on, Mathieu, là, que moi, je vois
ce que je fais sur le mur, je m'analyse. C'est ce que je viens mettre dans mon entraînement une fois semaine au gym. C'est ça. Puis c'est la même chose que je vais faire sur le mur et après ça pour d'autres entraînements sur le mur. Mais au gym, moi, c'est 100% comme ça que je le vois. Là, c'est faiblesse, injury prevention. Super intéressant. Là, les choix d'exercice, là, je capote pour de vrai. Là. Tout pour les épaules, le dos. Fait que même là, c'est là qu'on voit que un athlète, quand il va faire de l'entraînement dans le gym, c'est quand même très spécifique. Là. Les exercices que tu as nommés au début, là, c'est pas des exercices qu'on voit monsieur, madame, tout le monde faire, ni des bodybuilders nécessairement. C'était pas les meilleurs exercices pour développer la masse musculaire. C'est des exercices très spécifiques à l'escalade. Puis après ça, je trouve ça super intéressant, les dips pour travailler les muscles antagonistes, parce qu'on pourrait se dire, comme je disais au départ, juste faire des avant-bras, des biceps, du dos, mais vraiment d'aller chercher un exercice qui va faire plus les muscles antagonistes, donc nos triceps, nos pecs, les épaules aussi, qu'on va peut-être un petit peu moins utiliser en escalade. Puis après ça, tu parlais des squats. J'ai aimé mieux les power clean, je trouvais que c'est un petit peu plus spécifique. Puis as-tu déjà pensé au Good Morning ou des RDLs? Ce serait peut-être une idée. Je trouvais ça plus intéressant que les squats, pour ce que tu J'en ai expliquais. fait Là. beaucoup. Ouais, j'en ai fait beaucoup. Je te dis, je suis passé un peu à travers tout ça, là, tout ce qui est la base. Là, j'en mets à peu près un ou deux dans toutes mes phases. Fait que c'est juste parce que je te dirais que dans le bloc d'entraînement que j'ai en ce moment, ça me tentait pas d'en faire des deadlifts ou des RDL. En fait, je fais jamais de deadlifts, c'est tout le temps RDL que je fais. Euh, à une jambe ou deux, dépendamment. Là. Mais c'est juste parce que j'en ai pas, là, je te dirais. Mais oui, j'en ai beaucoup du RDL. Good Morning, c'est plus parce que moi, mon coach me l'avait déjà mis en entraînement. Puis, c'est juste, j'ai pas aimé le mouvement. Là, fait que, tu sais, moi, c'était pas nécessaire de le garder. Tu sais, mettons, en One Arm Scapular Shrugs, je déteste le mouvement, mais je le garde parce que c'est exactement ma faiblesse. Mais tu sais, Good Morning, j'ai pas vraiment. Je pourrais changer l'exercice, puis ça l'affecterait pas mon outcome. C'est plus pour ça. Mais non, deadlift, j'en ai beaucoup. Puis squat, c'est vraiment. Je te dirais que c'est quasiment mental, je te dirais, parce que c'est un exercice qui me fait peur un peu. Je te dirais que je le mets dans mon entraînement. C'est vraiment weird. Peut-être que je le vois pas, je le vois d'une façon qui est assez spéciale, mais je le vois très, très mental. C'est un mouvement qui fait un peu peur, parce que quand tu arrives en bas, ça m'est déjà arrivé de rester pris en bas. Puis d'avoir pitché à bas en arrière. Puis c'est pour ça que j'ai une phase de front squat parce que je me sentais plus à l'aise de la pitch en avant. Mais moi, c'est vraiment plus, je le mets plus au niveau mental là, que. Et aussi, c'est un peu le même feeling que tu viens rechercher. J'ai des très bonnes jambes à cause de mon passé de tennis. Fait que les squats, j'ai assez de force pour faire pas mal n'importe quel mur en escalade au niveau des jambes. Fait que je les fais purement. Le squat va pas venir me donner un gain de force en jambes que j'ai besoin. Il va vraiment venir me donner cette espèce de feeling-là de t'es pris dans une position inconfortable, il faut que tu forces vraiment fort pour te sortir de cette position-là, qui est un peu le même feeling que je viens chercher en deadlift, que je viens chercher quand je fais du bench. Je me concentre pas tant sur OK, ben je fais du deadlift parce que je vais améliorer, ou du RDL parce que je vais améliorer mes ischios, puis mon dos. Je fais pas tant des squats parce que je vais améliorer mes cuisses. Je fais pas tant du bench parce que je vais améliorer mes pecs. Je fais plus ça parce que je suis dans une position inconfortable, puis je dois forcer très fort, peu importe la façon, pour me sortir de cette position-là. Tu sais, les bodybuilders qui sont très très forts sur le mind-muscle connection. L'objectif, c'est... Ouais, je le comprends, là, l'aspect de, tu sais, t'es dans la cave, là, dans le squat, puis là, faut que tu te pousses pour remonter. C'est vrai que c'est vraiment mental. Puis tu sais, un peu comme les dips, ça vient un peu comme, tu sais, rendre ton entraînement, tu sais, plus well-rounded, là, on pourrait dire, là. Tu sais, ça te vient de travailler peut-être la chaîne postérieure, puis aussi un peu tes cuisses, là, que tu fais pas vraiment dans le reste de ton entraînement, qui est vraiment plus haut du corps, là. Fait que je pense pas que c'est mauvais, là, si c'est pas trop un gros volume, puis que tu récupères bien, je pense que c'est bien correct d'avoir des squats là-dedans. Écoute, on est rendu comme à 1 heure et demie de podcast. Ça a été vraiment intéressant. Je voulais savoir, as-tu des compétitions sportives ou des événements dans un futur rapproché qui s'en viennent bientôt? Yes, ben écoute, je pense, la plus grosse saison que je vais avoir de ma vie. Là, je pars en voyage jusqu'à fin août, puis quand je reviens, je pense que j'ai quasiment une compétition par semaine jusqu'en novembre. Et cette année, ce qui est spécial, l'année dernière, j'avais fait les provinciaux.
et je m'étais qualifié pour les nationaux. Sauf que les nationaux étaient à la côte ouest, je crois. Fait que moi, dépenser 4000$ pour arriver aux nationaux puis que ça soit un niveau beaucoup trop fort pour moi, où est-ce que j'aurais peut-être même pas grimpé une zone, c'était pas intéressant. Mais là, avec mon année d'entraînement, les nationaux sont un petit peu plus en vue. Puis ce qui est très très cool, c'est que les nationaux cette année sont à Montréal. Donc le 11 novembre, je crois, il y a les nationaux au Block Shop. Donc, je te dirais, c'est mon gros objectif là, qui s'en vient, c'est de. Là, les provinciaux, normalement, là, ça devrait bien aller. Et le nationaux, là, ça serait. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais me mettre de réaliste comme objectif, mais peut-être de topper un mur aux nationaux, peut-être de faire une certaine position, mais ouais, il y a de la compétition qui s'en vient à l'automne. Je dis ça s'il y a jamais d'autres personnes qui écoutent là, pour le podcast. Toutes les compétitions sont annoncées, toutes les gyms en annoncent sur Instagram, je dirais. Et beaucoup de ça sont des compétitions amicales. Ça veut dire que tu peux grimper V1, V2, et il va y avoir le mur 1 à 10, même 1 à 15 qui vont être faites pour toi. Et moi, je trouve que c'est la meilleure façon de s'améliorer. Comme la meilleure façon de s'améliorer à l'école, c'est d'aller faire un examen, selon moi, ben, la meilleure façon de s'améliorer en escalade, c'est d'aller faire des compétitions. C'est là que tu vas identifier c'est quoi les styles que tu es moins bon, c'est là que tu vas identifier les styles que tu es bon. Fait que tu ajustes toutes tes affaires après, là, puis il y en a beaucoup, beaucoup amicales. Tout l'été, même si c'est juste pour venir les voir, là, que le monde qui commence à faire de l'escalade, là, écoute, moi j'ai commencé, je grimpais V3, puis j'allais dans des compétitions, puis je tripais, là. Le vibe est vraiment cool. Fait que je dirais à tout le monde d'essayer. Une fois, là, ça coûte. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui coûtent 30$, là, puis ça vaut 100% la peine. Là. Le vibe est incroyable, puis c'est là que tu te dépasses. Là. Donc, allez voir, peu importe votre niveau, là, allez regarder, allez grimper, allez checker sur Instagram. Il y en a genre 19 000 qui sont à l'automne. Là, fait que on a une grosse saison. Ouais, puis en plus que tu dis que le vibe il est le fun, les gens qui font de l'escalade, c'est tout du bon monde. C'est une belle façon, si vous aimez l'escalade, j'imagine, d'aller rencontrer des gens qui pensent comme vous, qui ont des passions similaires. Fait que peut toujours être le fun, là. C'est super que tu le recommandes. Fait que pour finir, écoute, on te remercie d'avoir participé au podcast. Ça a été super intéressant. Puis ça paraît que c'est vraiment une de tes passions. Puis tu sais, quand tu me dis que tu as lu à propos de ça, puis tout, ça paraît, là, tu as vraiment l'air de savoir tu sais, de quoi tu parles. Là. Puis ben, je te souhaite le meilleur pour ta saison de compétition qui s'en vient là, à l'automne. Puis dans le fond, si on veut suivre un peu tes progrès, voir comme ton parcours en escalade, est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut te trouver, te suivre sur Internet? Ben, j'ai un compte Instagram. En fait, j'ai une phase que j'ai un compte Instagram de grimpe aussi. Ça, mais je pense pas que j'ai reposté dessus. J'ai mon compte Instagram normal que je pourrais vous donner après si vous voulez le mettre en description ou quoi que ce soit. Parfait. Et ben, sinon, suivre le Block Shop. Peut-être qu'on va peut-être avoir une page d'équipe éventuellement. Je suis en train de checker pour ça. Fait que à voir, mais Instagram principalement, là, c'est là-dessus. Fait que puis si jamais quelqu'un a des questions par rapport au compé, par rapport à l'entraînement, par rapport à quoi que ce soit, là, soit que je peux y répondre, ou soit que si je connais pas la réponse, je te dis que je connais le livre dans lequel il y a la réponse. Je les connais pas mal toutes, ou je connais le gars qui a la réponse, ou la fille qui a la réponse. Fait que textez-moi, puis vous allez avoir réponse à votre question, peu importe. Là. C'est Danny la tulipe. Ah ouais, il y en a des. J'adore ces réponses à Danny la tulipe en plus. Fait que si jamais vous pouvez me poser la question, je vais lui demander, je short ou vous lui demandez, mais peut-être pas le déranger. Dérangez-moi en premier, puis je vais prendre la responsabilité de le déranger après. Ben, merci à vous deux, les gars, c'était vraiment cool. Écoute, j'ai parlé beaucoup, mais j'adore ce que vous faites. Là. Je trouve que c'est une super belle initiative. Là. Comme j'ai dit le compliment tantôt, là, chapeau, là, c'est vraiment comme ça qu'un sportif peut écouter, en apprendre, puis appliquer des choses à son jour le jour sans se blesser. Puis vous couvrez des sujets là, qui sont vraiment de A à Z. Fait que pour un sportif, c'est super intéressant là, de vous écouter. Là. Fait que chapeau à vous deux. Là. On a fait C'est ça, on a fait 2 épisodes là, invités là, avec un kinésiologue puis avec Bird justement, là, qui est physiothérapeute. Puis ça s'en vient dans les prochaines semaines. Là, fait que tu vas sûrement trouver ça intéressant là, pour au niveau de la prévention des blessures puis tout. Là, en tout cas, moi,
Moi, je trouve Ouais. ça intéressant. Fait que peut-être que ça Ils vont pourra ça, t'aider. C'est peut-être pas spécifique à l'escalade, mais tu sais, il y a des principes qui se transmettent en tous les sports ou presque. Là. Fait que 100%. merci. Puis on verra si tu vas peut-être être de retour une prochaine fois sur le podcast. Là. Parce que je suis pas. Je parle pour moi, mais c'était vraiment le fun de parler avec toi dans l'émission. Donc, merci beaucoup. Fait que c'est la fin de l'épisode. Donc, merci de nous avoir écoutés si vous êtes encore là. Vous pouvez nous mettre un pouce en l'air, un j'aime si vous avez apprécié l'épisode. Pour Spotify, vous pouvez nous mettre un 5 étoiles ou moins si vous avez moins apprécié. Vous pouvez nous laisser des commentaires si vous avez des questions pour nous, des questions pour Joseph. Vous pouvez aussi le contacter sur son Instagram directement si vous avez des questions plus spécifiques. Fait que, oubliez pas de vous abonner pour pas manquer les prochains épisodes. Puis, on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode de Mindset Croissance. Moi, j'ai pas aimé ça, l'escalade. Trop